Allez, très bien. Merci à tous d'être venus pour reprendre la saison des petits déjeuners, avec comme thématique aujourd'hui la rénovation énergétique dans l'habitat collectif. Alors pourquoi ce thème précis? Eh bien parce que quand on parle de dépenses énergétiques, de gaspillage parfois, donc des solutions qu'il faut apporter pour arriver à des économies d'énergie, c'est quand même vers le bâtiment qu'il faut se tourner. Alors en France, le secteur du bâtiment, il faut le savoir, est le premier consommateur d'énergie. Il est à l'origine de près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Les logements existants sont largement responsables de cet état de fait, tout simplement parce que nombre d'entre eux ont été conçus à une époque où aucune réglementation thermique n'existait, vous le verrez ce matin. Je vous rappelle, et on vous le rappellera beaucoup plus longuement, que dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la France s'est engagée à réduire de 38% les consommations d'énergie des bâtiments existants d'ici à 2020. 2020, c'est demain, c'est dans 8 ans. D'où l'importance des chantiers à mettre en œuvre, mais aussi leurs difficultés, surtout dans la partie qui nous concerne ce matin, l'habitat collectif. Alors, pourquoi difficultés? Pas tellement sur le plan technique. Aujourd'hui, on sait faire d'ailleurs, on fait. Mais c'est surtout difficile à cause de la mise en œuvre. Les travaux à réaliser pour rendre un bâtiment performant énergétiquement, et nos intervenants là aussi vont vous le détailler ce matin, dépendent de sa date de construction, de sa localisation, de son état initial, mais aussi en copropriété, de l'engagement des copropriétaires et des gestionnaires du bâtiment. Alors, il y a beaucoup de questions aussi qui se posent quand on commence. Faut-il rénover par étapes? La première des questions aussi, c'est pourquoi pas tout démolir et tout reconstruire? On peut se poser la question. Si on décide de rénover, on commence par quoi? Est-ce qu'on se contente du strict minimum? Ou est-ce qu'on voit plus grand et plus loin dans le temps, mais forcément donc plus cher? Partie commune, partie privative, même traitement ou pas? Est-ce qu'on différencie ça? Les énergies renouvelables, est-ce que c'est possible dans le collectif? Et puis la question évidemment du coût et des financements. Alors il y a 400 000 logements en habitat collectif en Midi-Pyrénées, moyenne basse par rapport au niveau national, Nathalie vous le détaillera, mais c'est quand même un très gros chantier. Et on va voir ce matin toutes les facettes de ce chantier avec nos experts. Donc Nathalie Gontiez, elle est chargée de mission efficacité énergétique et bâtiment HQE à l'ADEME. Elle nous dira quels sont les enjeux et le contexte liés au Grenelle de l'environnement. Elle nous présentera ensuite une méthode dans le cadre spécifique de la rénovation en habitat collectif. Nicolas Gaillet, il est conseiller technique énergie à l'ARP. Il nous parlera, lui, des initiatives des bailleurs sociaux de la région Midi-Pyrénées en termes de réhabilitation énergétique, quelque chose de très concret, des choses qui sont en train de se faire ou qui se sont faites. Françoise de Dieu-Castille, vice-présidente en charge du développement durable à la région Midi-Pyrénées. Elle nous présentera le plan régional Midi-Pyrénées Énergie 2011-2020. Et enfin, Cécile Maupeux, elle est consultante à écologie urbaine. Elle témoignera de l'accompagnement réalisé par le bureau d'études sur le projet de la résidence La Menuisière à Toulouse. C'est pas très loin d'ici, c'est à Jolimont. Un projet soutenu par l'Union européenne nommé Réhabitat et porté par la communauté urbaine du Grand Toulouse. Allez, on commence tout de suite avec l'ADEME et Nathalie Gontiez. Bonjour à tous. Alors, je vais reprendre certaines données qui ont été présentées par Vincent de façon un peu plus détaillée. Donc, on va revenir sur les enjeux qui, à mon sens, sont les plus importants aujourd'hui et pour lesquels vous êtes venus ce matin. Merci. Alors, ensuite, on brossera un état de la situation réglementaire actuelle et également à venir, puisqu'il y a beaucoup de textes qui sont en préparation. Et on finira donc sur une démarche pour conduire une opération de réhabilitation avec les questions de fond qui ont été présentées par Vincent également. Donc le bâtiment, vraiment au cœur des enjeux sociétaux aujourd'hui, un premier consommateur d'énergie, pas très loin derrière les transports en matière d'émissions de gaz à effet de serre, et donc des enjeux forts aujourd'hui pour lesquels l'État et l'Europe d'une manière générale se sont engagés, divisés par 4, nos consommations et nos émissions, à l'horizon 2050. Ça, c'est les premiers enjeux environnementaux auxquels il faut rajouter la raréfaction des ressources, même si des événements récents viennent me contredire. Il se trouve qu'aujourd'hui, quand même, les énergies fossiles sont de plus en plus rares. Et ce qui est rare est convoité et crée des tensions fortes, des conflits politiques majeurs. Et c'est, à mon sens, le second enjeu majeur de notre société. Un enjeu de risque de guerre et de tensions politiques à courte échéance. Enfin, il y a tout un volet sur lequel il faut se pencher, à savoir la valeur du patrimoine, puisqu'on est de plus en plus
Il y a de plus en plus de foyers qui sont aujourd'hui en précarité énergétique, qui n'ont plus ni la capacité de se loger et de se déplacer pour aller travailler. Donc c'est vraiment un problème majeur. À ceci s'ajoute le coût du foncier, donc des gens qui, certes, n'ont pas de difficulté à se loger, mais auront du mal de plus en plus à investir dans du patrimoine. Pardon. Et au-delà de tout ça, une qualité à la fois culturelle et architecturale de notre patrimoine qu'il faut préserver. Donc tout ça génère des coûts du foncier qui sont vraiment et du coût du bâti en général, très importants. Et une valeur donc à la fois économique, quelquefois sentimentale, et bien évidemment culturelle du patrimoine à préserver et à rénover. Du coup, souvent on se pose la question, à partir du moment où il y a besoin de faire une rénovation plutôt architecturale, bien évidemment en profiter pour faire une rénovation énergétique lourde. Alors quelle est la situation aujourd'hui en matière de réglementation ? Il faut savoir que sur les bâtiments, elle est relativement peu contraignante. Vous voyez ici, le schéma est assez compliqué, mais disons simplement, si vous avez un bâtiment quand même relativement important, plus de 1000 mètres carrés, si vous avez décidé de faire des travaux de rénovation dessus assez lourds, puisqu'on est à un coût de travaux de plus de 25% du coût de la construction, c'est quand même pas rien. Et puis un bâtiment qui date d'après les années 48. Alors là, pour simplifier, on va dire que vous êtes dans le seul cas de figure où vous êtes obligé de faire une rénovation vraiment globale, complète du bâtiment pour le ramener quelque part un petit peu à l'état d'un bâtiment neuf. Dans tous les autres cas de figure, finalement, la réglementation est simplement élément par élément. L'objectif à la base est de sortir du marché des équipements qui sont obsolètes aujourd'hui ou qui sont thermiquement des aberrations et qu'on ne peut plus mettre en œuvre. Donc il y a un catalogue de prescriptions qui a été élaboré pour définir, quand vous mettez un peu de l'isolant, quelles sont ces spécifications. Et puis pareil pour les chaudières. Donc une réglementation encore peu contraignante. Le Grenelle est passé par là. Et du coup, depuis, on a un vaste chantier de rénovation qui s'ouvre devant nous, avec des enjeux quand même à court terme très importants, puisque comme l'a dit Vincent, 2020, c'est demain, faire un gain de 48% sur nos consommations sur tout le parc. Alors les simulations qui ont été faites partaient du principe que ça sous-entendait à peu près 400 000 logements rénovés par an, 800 000 logements sociaux considérés comme prioritaires à rénover d'ici à 2020, un effort majeur des collectivités et de l'État pour rénover les bâtiments publics, mais plus à titre de démonstration, puisqu'en termes de consommation, ils ne pèsent pas forcément très lourd non plus dans la balance énergétique. Et puis, ce qui arrive, puisque là, on attendait, nous, les textes pour cet été, a priori, le décret n'est toujours pas sorti, un audit obligatoire pour toutes les copropriétés de plus de 50 lots, c'est quand même une grande majorité des copropriétés, à conduire d'ici à 5 ans pour déboucher l'année suivante sur un plan de travaux. Donc voilà, on se fixe comme cadre aujourd'hui. Vous avez un audit de copropriété à faire. C'est un peu le déroulé que je présenterai ensuite. Comment vous y prendre pour commencer dès aujourd'hui à mettre en œuvre la réglementation qui va sortir. Des modifications aussi sur les règles de majorité de copropriété, ça je ne reviendrai pas trop dessus, mais sur aussi la possibilité de faire contribuer finalement le locataire à ses efforts et à ses travaux. Ça c'est un texte qui est sorti et qui met en avant donc que pour un propriétaire bailleur aujourd'hui peut demander une charge spécifique au locataire pour participer à la rénovation du bâtiment, et ce sous forme de montant annuel qui ne peut pas, de mémoire, dépasser plus de 50% des économies que le locataire va réaliser. Et alors le DPE, le diagnostic de performance énergétique, a été pas mal décrié, à la fois dans sa façon d'être mis en œuvre et surtout dans ses résultats. Donc là, vous l'avez sans doute entendu, a été annoncée une grande réforme du DPE qui va être améliorée. Les gens seront plus formés pour le mettre en œuvre. Et les outils
les logiciels utilisés seront également plus performants et donneront des résultats normalement un peu plus satisfaisants et plus près de la réalité. Donc, vous voyez, s'il y a 2 chiffres qu'il faut que vous reteniez, enfin 3 aujourd'hui, c'est qu'on part, vous voyez la courbe là qui est à l'écran, sur un patrimoine aujourd'hui qui est de l'ordre de 250 à peu près kilowattheures par mètre carré de consommation. Il faut tomber en 2020 à 150 en moyenne sur le parc, et puis à l'horizon 2050, tendre vers les bâtiments neufs qui sortent aujourd'hui et qui sont autour de 50 kWh par mètre carré par an. Tout ceci sans bien évidemment mettre le paquet en matière de photovoltaïque, puisque si on peut en mettre, ces chiffres-là, normalement, doivent être atteints sans intégrer la production d'électricité. Pour qu'on fasse vraiment d'abord un effort sur le bâti avant de produire des énergies sur les bâtiments. Alors, quelle est la situation du parc de logements en Midi-Pyrénées aujourd'hui? Donc là, les principaux chiffres ont été cités par Vincent tout à l'heure. Donc 400 000 logements collectifs. C'est moins que dans pas mal d'autres régions, puisque ça représente seulement 1/3 des résidences principales. Mais c'est en plus forte croissance que les maisons individuelles. Donc aujourd'hui, on construit plutôt des logements collectifs, qui normalement sont performants, puisqu'ils sont récents. Beaucoup de propriétaires occupants. Ça, c'est un point très important, puisque vous voyez sur le graphique, il y a 60% des logements qui sont occupés par des gens qui en sont propriétaires. Et ça, c'est à double tranchant, parce que quelque part, on peut se dire, ils vivent dedans, donc ils ont intérêt à y faire des travaux pour que ce soit confortable. Mais à contrario, un propriétaire qui est bailleur a aussi quelque part intérêt à investir dans son bien pour qu'il soit toujours attractif à la location. Donc le fait qu'on ait des propriétaires occupants n'est pas forcément un point positif aujourd'hui, parce qu'on a du mal aussi à motiver les propriétaires à faire des travaux. Un parc rural plus ancien que l'urbain. Ça, c'est très, très sensible en Midi-Pyrénées, puisqu'on a beaucoup de zones peu urbanisées. Et donc, vous voyez que vous avez pratiquement la moitié du patrimoine des logements ruraux qui sont construits avant 1949. Alors qu'à contrario, j'ai pris l'exemple de Toulouse. À Toulouse, c'est plutôt de l'ordre de 20%. Donc, ça veut dire des bâtiments très anciens, donc du coup avec des problématiques de rénovation très particulières, puisque si vous commencez à parler d'isolation par l'extérieur, de mettre en place de la ventilation, tout ceci peut générer des désordres quand même conséquents sur des très vieux bâtiments qui sont construits avec des méthodes traditionnelles. Donc là, une logique vraiment des techniques à mettre en œuvre très, très spécifiques. Et de manière plus générale, donc 60% du parc qui date d'avant 1975, la première réglementation thermique. Tout ça pour conclure que finalement, la priorité en Midi-Pyrénées, c'est de rénover finalement la tranche 1949-1975, s'attaquer au patrimoine très ancien, mais avec beaucoup de précautions et des techniques particulières. Et puis, rénover donc non seulement les bâtiments, mais aussi, je dirais, les usagers et les locataires. Puisqu'il y a un gros effort à faire. Ça ne sert à rien de faire des efforts monstrueux sur les bâtiments aujourd'hui si on ne change pas nos comportements. Donc là, il y a un enjeu fort de motivation des résidents et des locataires pour arriver à un résultat conséquent, sinon on n'y arrivera pas. Au niveau de la rénovation, on est quand même relativement en retard par rapport à d'autres régions, puisque vous voyez, j'ai essayé de chiffrer, on est à peu près à peine à 0,6% des logements sur lesquels des travaux de rénovation énergétique ont été entamés depuis qu'a été mis en place, par exemple, l'éco-PTZ. L'éco-prêt à taux zéro, pardon. Alors, question, que faire pour conduire aujourd'hui une démarche que j'ai appelée la voie de la sagesse? Alors, la première question à se poser, c'est est-ce que, parce que ça revient souvent finalement, c'est pas la première question qui est posée, mais ça vient souvent dans le débat, faut-il ou non démolir le bâtiment et reconstruire? Alors, on a vu au niveau national, nous, des opérations de rénovation qui ont coûté 2 500, 3 000 € du mètre carré, ce qui est 3 fois plus cher pratiquement
que le neuf. Donc il y a à un moment donné, quand le bâtiment n'a pas une forte valeur patrimoniale et culturelle, qu'il présente vraiment des désordres non seulement énergétiques, mais d'autres, en termes d'aménagement, au niveau du confort ou même de l'accessibilité des usagers. Je pense qu'à sur certains patrimoines très spécifiques, il faudra quand même se poser la question de faut-il démolir et reconstruire, plutôt que de s'obstiner à vouloir faire un bâtiment très performant avec une épave énergétique. Mais ça concerne très peu des mètres carrés de Midi-Pyrénées. Pour conduire une démarche, vous voyez, c'est somme toute assez logique. Ce qu'on propose aujourd'hui à l'habitat collectif, qui est quand même très particulier, puisqu'il y a beaucoup soit de locataires, soit de résidents, il faut que les gens commencent à se prendre en charge. Le DPE, au départ, a été mis aussi là pour ça, pour sensibiliser les gens aux consommations d'énergie. Donc, ce qui est important, c'est que quand c'est une propriété, par exemple, le conseil syndical se saisisse de la question et fasse lui-même, il y a des outils aujourd'hui qui existent pour ça, un auto-bilan énergétique de son bâtiment, pour savoir de quoi il parle, pour commencer à maîtriser un peu les chiffres et les données. Ça, c'est vraiment... Et puis aussi pour transmettre la problématique, l'état énergétique de l'immeuble à l'ensemble des résidents. Il faut faire une sorte de checklist de ce qu'il y a actuellement dans le bâtiment, dans quel état c'est, et poser les questions fondamentales aux résidents en termes de confort et de ressenti. Ensuite, faire un audit énergétique adapté. Alors ça, normalement, dans le texte qui va sortir, dont je parlais tout à l'heure, l'obligation de faire un diagnostic, il y aura un déroulé de cahier des charges standard pour faire ce type de prestations. Là, c'est un bureau d'études qui vient. Donc ça veut dire pour une copropriété qu'il faut déjà qu'il soit mandaté, savoir qu'il y a eu une AG qui autorise la réalisation de cet audit énergétique. J'ai mis savoir critiquer les préconisations de travaux. Puisque si vous dites à un bureau d'études aujourd'hui, faites-moi le diagnostic énergétique de mon bâtiment, ça lui laisse la latitude à vous répondre, je ne dirais pas tout et n'importe quoi, mais disons que vous ne lui donnez pas d'objectif. À mon sens, aujourd'hui, nous au moins, nos cahiers des charges sont toujours rédigés comme ça maintenant, on lui demande de faire 2 scénarios. Les bureaux d'études, en général, ont 2 scénarios à chiffrer. Un scénario de travaux, donc pour arriver à cette valeur de moins 38, moins 40% d'économie sur le bâtiment. Et un second scénario qui est de diviser par 4 les consommations du bâtiment dès aujourd'hui. Ça vous donne 2 scénarios de travaux différents qui vous permettent donc de critiquer les préconisations et de voir finalement les sauts qu'il y a à faire pour passer de l'un à l'autre, puisqu'il y a certaines typologies de travaux, une fois que vous les aurez faits, vous ne reviendrez jamais dessus 10 ans ou 20 ans après. Donc ça vaut la peine de se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour carrément aller directement à la division par 4 des consommations de l'immeuble. Si on choisit de faire une opération par étapes, il faut avoir un programme de travaux cohérent et je dirais ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, on ne peut pas conseiller à quelqu'un de changer sa chaudière, point à la ligne. Il faut vraiment que le bâti soit d'abord regardé en premier. Ça, c'est l'enjeu majeur aujourd'hui. Travailler sur le bâti pour vraiment réduire les besoins de chauffage au maximum, ou voire de froid. Mais enfin, en habitat collectif, c'est quand même réduit. Réduire au maximum les besoins du bâtiment avant de changer la chaudière. Parce que si vous faites l'inverse, la chaudière, ensuite, les équipements de production de chauffage seront forcément surdimensionnés par rapport aux besoins du bâtiment. Savoir formuler ces exigences en matière de travaux. Là, dans la majorité des cas de figure, vous allez être obligé de passer par un maître d'œuvre. Et il faut donc, sur la base des préconisations qu'a fait le bureau d'études, arriver, en accord avec les autres résidents, à définir un plan de réhabilitation. Et de la même façon que vous avez donné des objectifs au bureau d'études, donner des objectifs de performance aux artisans. Il ne faut pas juste leur dire « changez-moi les fenêtres ». Il faut que vous ayez des données chiffrées en termes de gains à obtenir sur les performances des vitrages.
bâtir un plan de financement, ça viendra dans le débat, hein, comment arriver à financer des travaux de réhabilitation aujourd'hui. S'impliquer dans le suivi des travaux, là aussi, pour être à même de bien connaître comment le bâtiment va fonctionner une fois réhabilité. Et tout un travail de conviction forte à faire passer aux résidents, les sensibiliser, puisque les travaux ont été effectués, donc ils auront été sensibilisés au début. Il faut, à l'issue des travaux, vraiment les mobiliser sur éventuellement des changements de comportement. Il faut les amener à mieux appréhender la façon dont ils doivent gérer les équipements et les systèmes qui ont été mis en place. Et enfin, dernière mission et pas la moindre du syndic, ne pas se contenter de s'arrêter là et savoir vraiment suivre les performances au fil du temps du bâtiment pour voir où on en est en finale par rapport aux simulations qui ont été faites au départ. Alors on parle beaucoup en ce moment, il y a des travaux qui sont faits sur la garantie de performance énergétique pour arriver à bâtir à la fois des contrats ou pour garantir la performance qui a été annoncée. Alors tout ça pour dire qu'il faut contribuer vraiment aujourd'hui à rénover nos villes et nos quartiers. Donc vous avez ici à l'écran 2 opérations particulièrement à notre sens emblématiques qui ont été soutenues à travers l'appel à projet bâtiment économe de qualité environnementale en Midi-Pyrénées. 2 opérations de rénovation urbaine de quartiers portées par des bailleurs, puisque vous voyez donc à Auch, l'OPH 32, c'était un lot de 6 bâtiments, je crois, qui, donc une partie, ceux qui étaient vraiment les plus mal orientés, bon, il n'y avait pas que des problèmes énergétiques, mais il y a 2 bâtiments qui ont été donc détruits, les autres sont rénovés, et il y a 2 bâtiments neufs qui sont reconstruits à l'emplacement des anciens et mieux orientés en termes de position par rapport au soleil. Le second à Muret, Promologie. Vous voyez donc la situation, vous voyez pas grand-chose, mais... Alors, tous les documents, je le dis, vous les retrouverez sur Internet, sur le site de l'ARP. Hein. Tout ce que vous verrez ce matin, notamment les photos et les schémas, vous retrouverez tout ça sur Internet. Donc là, c'est un peu le même schéma. Donc c'était un quartier très, très fermé. Vous voyez trois énormes bars. Donc ils ont décidé de démolir ces 2 grandes bars. Le centre commercial qui était devenu complètement obsolète et plus du tout utilisé. Et donc c'est des plots individuels, individuels. C'est des plots de 40 logements, je crois, qui sont reconstruits à la place pour créer un espace urbain avec végétalisation. Et cette barre-là est maintenue, puisqu'en fait c'est une copropriété. Donc elle sera rénovée en partenariat avec Promologie. Alors au niveau du documentaire, moi je peux vous conseiller en fait 4 guides sur cette thématique. Alors pour les bureaux d'études et les architectes, un gros pavé qui vient de sortir, qui s'appelle ABC, l'amélioration thermique des bâtiments collectifs. Donc en fait ils ont fait des scénarios type, le bâtiment type Haussmann des années 50 est décliné, et avec à chaque fois donc un descriptif de ce qui peut être fait sur ces typologies de bâtiments. Ensuite, vous avez la déclinaison plutôt écologique de cet ouvrage, avec, vous voyez, la rénovation écologique qui est sortie il y a un peu plus d'1 an maintenant. Un guide également qui a été développé par l'ADEME, par nos collègues de Rhône-Alpes, sur comment conduire une démarche de rénovation énergétique. Ces petits guides sur lesquels vous pouvez prendre, là, qui sont vraiment plus destinés aux copropriétaires. Comment mener une démarche de rénovation quand on est propriétaire, un guide des bonnes pratiques pour conduire la même chose en copropriété. Et bien sûr, le site de l'ADEME. Et bien sûr, le site de l'ADEME. Merci beaucoup, Nathalie Gontiez. Alors, maintenant, on va voir ce qui se fait concrètement sur le terrain ici en Midi-Pyrénées, mais pas que chez nous. Il y aura des exemples aussi qui auront été pris ailleurs. Et on va s'intéresser plus particulièrement aussi aux initiatives des bailleurs sociaux de notre région, Midi-Pyrénées. Et on fait ça avec Nicolas Gaillet. Il est conseiller technique énergie ici à l'ARP. Nicolas Gaillet. Bonjour. Donc j'ai 2-3 diapos un peu générales et après je vais vous présenter 4 exemples
de rénovation énergétique dans l'habitat social. Il y en a une qui est en Rhône-Alpes et 3 en Midi-Pyrénées. Et c'est tous même s'ils apportent tous à peu près les mêmes réponses en termes d'action sur l'enveloppe et les systèmes, ils sont tous un petit peu différents. Donc là, c'est une première diapo voilà, qui vous explique déjà globalement comment sont répartis les usages dans les bâtiments existants. Donc il y a quand même presque 65% qui sont au chauffage, presque 12% l'eau chaude, 6% la cuisson, et les usages spécifiques d'électricité à 17%, presque 18%. C'est la part qui augmente le plus en ce moment, parce qu'avec tous les petits appareils électroniques. Et puis là, vous avez un petit peu en haut ce qui conditionne les consommations de chauffage. Voilà. Donc ça, c'est des grandes moyennes, en gros, sur le parc existant. Et en haut, c'est surtout pour les bâtiments qui ne sont pas isolés d'avant 75. Donc on voit bien, finalement, que quand on veut réduire, faire du facteur 4, on voit bien que la part chauffage, c'est comme celle qu'il faut agir, sur laquelle il faut agir en priorité. Et ça se fait en traitant l'enveloppe. Voilà. Les usages spécifiques de l'électricité, c'est principalement du comportement quand vous achetez des équipements et quand vous les utilisez. Et ça, on verra que c'est très important quand on fait une réhabilitation, qu'il faut faire du suivi, il faut accompagner les gens derrière justement pour qu'ils réduisent aussi cette part. Donc si on veut rénover en facteur 4, il faut un peu agir sur tous les points. C'est ce que je vous disais auparavant. Il faut travailler sur l'isolation des parois opaques, des parois vitrées. On peut travailler sur aussi le chauffage et l'eau chaude sanitaire. On peut travailler sur le choix de l'énergie, mais aussi la performance énergétique du système de production. Je ne vous parlerai pas de refroidissement. On peut travailler aussi sur la ventilation mécanique. Alors ça se travaille aussi au niveau de l'enveloppe, par exemple, quand il y a des petites ouvertures au niveau des fenêtres. On peut travailler sur l'éclairage. Et enfin, dans un dernier temps, quand on a bien travaillé sur tout ce qui a marqué avant, on peut travailler sur les énergies renouvelables. Donc c'est un petit peu ce que veut dire... Ce que souhaite nous expliquer la démarche Négawatt, c'est qu'il faut déjà, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, réduire ses besoins, bien agir sur les comportements. Et après, quand on a bien travaillé là-dessus, on peut substituer le résidu de consommation énergétique par des énergies renouvelables. Voilà. Alors la réglementation, elle est pas mal, mais elle ne prend pas en compte tout ce qui est électricité spécifique, les petits appareils électriques qui sont chez vous, donc qui sont très importants. Ça, ce n'est pas pris en compte dans notre réglementation à nous. Mais il faut y faire très attention. Et après, une autre vigilance, c'est au niveau du choix des matériaux, tant en termes de contenu énergétique, d'empreinte carbone, que de santé. Voilà. Mais par contre, vous verrez, alors je vous dis ça, mais vous verrez que par la suite, sur 3 réhab sur 4, on prend du polystyrène pour isoler par l'extérieur. Mais bon, on peut pas tout faire. On ne peut pas prendre des matériaux super écologiques. On ne peut pas se le permettre en tout cas. Voilà. Donc là, voilà, 4 exemples. Donc un exemple rhône-alpin qui a été livré en 2008 ou 2009, début 2009. Donc on a du retour sur ce. C'est une des premières réhab basse conso qu'on voyait un peu affichée dans tous les salons en France. Le maître d'ouvrage, c'est Grand Lyon Habitat. Et après, on a l'OPH du Gers à Auch. On a les Chalets à Toulouse qui ont travaillé sur une petite Toulousaine. Et l'ASA Patrimoine qui a travaillé sur un bâtiment livré en 1973 avant toute réglementation thermique. Donc vous verrez, on a des projets un peu différents, sachant que tous travaillent par exemple en isolation par l'extérieur pour bien travailler sur l'enveloppe. Après, ils ont des réponses un peu différentes en fonction du contexte. Voilà, donc là, c'était à Lyon, c'est à Lyon. Rue Vendôme, c'est Lyon 6, c'est un secteur assez beau, c'est un secteur sauvegardé. C'est un immeuble en centre ancien. Le maître d'ouvrage, c'est Grand Lyon Habitat et l'archi, c'est Monsieur Florent. C'est un secteur classé, donc il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait sur l'enveloppe extérieure. Il y avait un architecte des bâtiments de France qui était là. Donc, c'est un bâtiment qui a été livré en mai 2009. Nous, on l'a visité pendant les travaux en décembre 2008. Donc, c'était assez intéressant parce qu'on voyait un peu tout l'intérieur. Et puis là, vous allez voir un petit peu donc, ce qu'ils ont mis en œuvre. Donc, vous allez voir, tous les projets sont un peu comme ça. On travaille sur l'enveloppe, on isole, là, on isole très fort avec presque 15 cm de polystyrène graphité. Dans les combles, on met 30 cm je pense que c'est de la laine de verre. Et là, comme c'était en secteur sauvegardé, ils ont quand même choisi du triple vitrage, mais c'est des menuiseries qui ont été faites sur mesure pour garder le cachet classique qu'il y avait dans ces rues lyonnaises. Donc des triples vitrages en bois, et puis après ils ont joué au niveau des systèmes, ils ont mis, vous voyez, ils avaient tellement isolé qu'ils avaient besoin que d'une chaudière qui module de 4 à 13 kW pour 9 logements, ce qui est vraiment très peu, et qui faisait l'eau chaude. Et
à Lyon, ils ont mis de la VMC double flux. Ça, c'est quelque chose qui peut peut-être se discuter par chez nous, parce qu'on n'a pas la même rigueur climatique. Ils ont pu le faire aussi, vous verrez sur les photos, parce qu'ils avaient une hauteur sous plafond très grande qui leur permettait de faire passer les réseaux assez facilement. Donc ils ont fait du suivi de chantier. Qu'est-ce que je raconte? Bien sûr, du suivi de chantier. Ils suivent les locataires, ils ont mis des compteurs pour voir comment le bâtiment se comportait, puis on a des retours un petit peu sur ça. Donc là, c'était avant. Donc on voit pas grand-chose. Donc je vous conseille de reprendre le PowerPoint chez vous, puis vous le verrez un peu mieux. Bon, un bâtiment ancien, quoi. Surtout quand on voit les papiers peints, enfin moi je les vois à l'écran, on voit que c'est ancien. Là c'est pendant les travaux, donc je vais vous faire voir un petit peu. Donc là c'est une vue de dessous, on regarde vers le haut du bâtiment. Donc ils ont mis 14 cm de polystyrène noir, c'est du polystyrène graphité qui est très performant. Souvent on peut mettre ça quand on a une contrainte d'épaisseur. Voilà. Là, vous voyez les chevilles qui fixent le polystyrène dans le mur. Donc, il y a des chevilles, on le verra tout à l'heure, celles-ci, elles étaient en métal, donc ce qui a tendance à conduire la chaleur. Il y en a d'autres qui sont faites en métal et plastique, qui ont tendance un peu à réduire les ponts thermiques occasionnés par ce genre de dispositif. Ici, on voit le triple vitrage. Donc là, je suis désolé, on ne voit pas très bien, mais ils ont mis un espèce de dispositif pour gérer tout ce qui est étanchéité à l'air, donc ce qui est très important en réhabilitation. Ils n'ont pas visé la certification, mais ils ont fait les tests et je pense qu'ils ont eu un peu de mal à atteindre ce qu'ils voulaient comme valeur. Ici, on voit l'espèce de trame qu'on met sur l'isolant et qui sert de support d'enduit par la suite. Voilà, c'est une espèce de treille plastique assez résistante qui permet de bien poser l'enduit. Et ben là, c'est après, voilà, une façade assez belle. Donc vous voyez, ça avant, il y avait de la hauteur sous plafond jusqu'au fond de la pièce. Ils ont créé cet espace pour faire passer les gaines de ventilation double flux. Parce que ça peut être des diamètres assez importants. Et chez nous, quand on n'a que 2,30 m, 2,40 m, tout de suite, ça devient un peu compliqué de faire passer des gaines de ventilation, tout simplement. Vous voyez la taille du radiateur pour la grande pièce, c'est vraiment minuscule. Parce qu'ils ont tellement réduit les besoins que là, ils peuvent se contenter de mettre des petits radiateurs. Voilà. Puis vous voyez les belles fenêtres là, qui sont assez jolies, je trouve. Ils ont même fait des petites avancées là pour que les gens puissent se poser tranquillement. Donc c'est une réhabilitation, je pense, très sympa. Donc là, ils ont fait, écoutez, ils étaient à 400 kWh par mètre carré avant, ils sont tombés à 70, donc ils dépassent vraiment le facteur 4. Bon, après, ils étaient mitoyens, ils n'avaient que 2 façades à isoler. Bon, voilà, c'est le contexte qui fait que c'était peut-être plus facile d'atteindre ce niveau de performance. Donc, ils ont calculé un surcoût à l'investissement par rapport au juste respect de la réglementation thermique dont Nathalie vous avez parlé tout à l'heure. Donc, on se retrouve à 100 € par mètre carré. Donc, le surcoût, voilà, il est calculé par rapport à la réglementation. Donc, il y a quand même le saut entre l'état existant et la réglementation, puis il y a un deuxième saut pour arriver aux 70 kWh par mètre carré. Donc, je vais vous faire voir. Voilà. Donc, il y a eu du retour d'expérience. Après 2 ans de fonctionnement, et au lieu d'être aux 70 kWh, ils étaient finalement à 90. Bon, ça, c'est ce qu'on observe souvent. Pourquoi? Parce que les outils réglementaires de calcul aussi utilisent des scénarios qui sont figés, qui ne reflètent pas forcément la réalité d'utilisation du bâtiment. Voilà. Donc pourquoi ils se sont demandé pourquoi est-ce qu'on avait presque 30% d'augmentation par rapport aux prévisions réglementaires? Parce que les consos de chauffage sont élevés, mais ils avaient vu que des fois il y avait des fenêtres ouvertes. Alors c'est peut-être que le réseau, ils avaient peut-être trop chaud et qu'ils ne pouvaient pas trop régler le chauffage, mais j'y crois pas. Il y avait aussi un défaut sur la ventilation double flux. La récupération de chaleur sur l'air extrait pour chauffer l'air neuf se faisait mal. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, il y avait de l'air froid qui arrivait, qui était plus froid que dans les prévisions, donc ce qui augmentait les consommations de chauffage. Les consommations d'eau chaude aussi à la conception avaient été sous-évaluées. Et ils observaient aussi un piètre rendement de production pour l'eau chaude, et ça, c'était notamment dû au bouclage. Les bouclages d'eau chaude, souvent, ça consomme une quantité d'énergie folle juste pour maintenir un peu d'eau en température. Et puis il y avait des problèmes d'éclairage. Donc ils ont mis en place des mesures correctives. Déjà, ils vont revoir les locataires pour leur réexpliquer un peu le fonctionnement du bâtiment. Ils ont mis une alarme sur la ventilation double flux. S'il y a un défaut, les gens sont alertés, ils peuvent venir agir directement. Ils vont rééquilibrer le réseau de CS et vérifier l'isolation du bouclage. Et après, ils vont aller un petit peu plus loin avec les locataires pour voir comment ça se passe. Donc ça, c'est souvent, que ce soit en neuf ou en réhab, que les consos soient supérieurs
à ce que les outils réglementaires prévoient. Avec d'autres outils de simulation thermique dynamique, on peut mieux approcher les consommations réelles des bâtiments. Donc là, c'est le deuxième exemple à Auch. Donc le maître d'ouvrage, c'est l'OPH 32, le maître d'œuvre, c'est A3+, architecture. Donc ça, c'est une acquisition-amélioration. Le bailleur rachète, rénove et remet en location. Donc c'est 12 logements au centre-ville, livraison 2010 et un des premiers bâtiments certifiés BBC Finergie. Donc ça veut dire qu'il y a eu des tests d'étanchéité à l'air en Midi-Pyrénées, en France peut-être, mais en Midi-Pyrénées, c'est sûr. Donc je vais passer vite sur le traitement parce que c'est un petit peu comme avant. 14 mm de polystyrène par l'extérieur. Les combles, on n'est qu'à 24 cm de laine de verre. Le plancher bas. Cette fois, on est sur du double vitrage parce que chez nous, compte tenu de la rigueur climatique, on n'a peut-être pas besoin de passer sur du triple. Et les systèmes, alors cette fois, on est sur de l'individuel. Voilà, une chaudière qui fait chauffage eau chaude en individuel et une VMC Y-B. Donc après, les bailleurs peuvent choisir de mettre des systèmes individuels aussi, comme ça c'est les locataires qui payent directement les charges aux fournisseurs. Donc là c'était avant, donc un bâtiment un peu vieux et moche, voilà. Et là donc vous voyez le traitement, hein, là vous avez le mur d'origine et là c'est l'isolation par l'extérieur avec toutes les protections qui vont bien. Là, c'est voilà, une fois qu'il est fini, donc on n'a pas pu traiter les balcons. Les balcons, ça constitue des ailettes de refroidissement, des ponts thermiques. Et là, à part c'est pas possible, donc on les laisse. Et ça reste des ponts thermiques. Donc dans le neuf, maintenant, ils essayent de désolidariser tout ce genre de structure de la façade pour pouvoir passer l'isolant. Alors voilà, là vous voyez la porte soufflante avec les tests d'étanchéité à l'air. Quand ils ont passé les tests, c'était à l'époque où, en réhabilitation, Finergie vous imposait encore des valeurs cibles. Hein, j'ai plus le chiffre en tête. Et là, ils ont fait un test sur 3 logements, et la moyenne des 3 tombait juste en dessous de la valeur cible. Donc, ils ont eu leur certification. Voilà pour cette réhabilitation. Donc, vous avez bien vu, les 2 premières, elles sont sans énergie renouvelable. Et ça passe parce qu'ils y vont fort sur l'isolation de l'enveloppe avec quand même 14 cm d'isolant. Alors là, c'est un autre projet, c'est la société HLM des Chalets, avec l'archi, c'est Jean-François Collard. Donc c'était une vieille Toulousaine construite il y a très longtemps, avec des matériaux, des briques, des galets, de la terre crue, des choses comme ça. Et je vais surtout, donc je vais pas trop vous décrire. Donc ils visaient la basse conso à prix raisonnable, mais le challenge, c'était qu'il y avait des dégradations de certaines parties du bâti dues à l'humidité. Parce que sur ce beau bâtiment, ils avaient fait un enduit ciment par l'extérieur, que vous voyez ici. Et il y a des remontées d'humidité du sol, et le ciment empêche l'humidité de sortir. Donc ça ressort à l'intérieur du bâtiment, et ça dégrade tout, quoi. Ça dégrade tout, donc c'était ça leur challenge. C'était de faire une réhabilitation énergétique performante tout en comment dire... je perds mes mots... tout en ne dégradant pas encore plus, voilà, le bâtiment. Donc là, c'est un petit peu ce que l'archi et les bureaux d'études ont préconisé. Donc déjà, il y a une gestion des soubassements sur tout ce qui est humidité. Ils ont drainé, ils ont piqué les enduits et ils ont mis de la pouzzolane en vrac. Vous verrez, c'est une sorte de roche volcanique. Ils ont isolé les murs, mais avec un isolant particulier. Déjà en bas, ils ont mis du liège parce que c'est quelque chose qui résiste beaucoup à l'humidité, qui a une durée de vie. Alors certes, c'est cher, c'est relativement écologique, mais c'est surtout que le liège, même dans des endroits humides, ça tient la route pendant des années. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis ça en partie basse. Et après, ils ont utilisé de la laine de bois ou du feutre de bois. Pourquoi ? Parce que c'est perméable à la vapeur d'eau, ça permet au mur de respirer, compte tenu des contraintes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis vous verrez comment est-ce qu'ils ont géré, c'est ça qui est intéressant, la pose des fenêtres, justement pour limiter les ponts thermiques. Voilà. Donc ça, c'est pendant les travaux. Donc là, c'est la laine de bois qui pose par l'extérieur, sachant qu'en partie basse, je vous l'ai dit, c'est du liège. Donc ce qu'il faut retenir aussi, c'est la façon dont ils ont traité les fenêtres. Les fenêtres, ils les ont mis au nu extérieur, donc ils ont bien fait le tour avec un bon maçon qui a fait des choses... Enfin, Dixit, l'architecte, hein, ils avaient trouvé un bon maçon. Voilà.
Ils sont venus coller les fenêtres comme ça, avec un joint pour gérer tout ce qui est étanchéité à l'air. Et après, l'isolant, vous voyez, il vient jusqu'ici. Comme ça vous évite de faire des retours d'isolation au niveau des fenêtres. On en verra. Alors, l'OPH 32, avant, ils ont fait des retours d'isolation. Mais c'est un peu compliqué à gérer pour les entreprises. Voilà, c'est peut-être plus simple de travailler comme ça, enfin, quand on peut se le permettre, en tout cas. Il y avait une belle corniche qu'ils ont traitée. Ils l'ont prise dans l'isolant. Voilà. Donc voilà le résultat final. Alors des fois, ça fait bondir certaines personnes parce que des gens trouvent que c'est pas beau. Alors c'est vrai qu'ils ont mis des persiennes en plastique qui sont pas forcément super. Puis on s'est dit, mince, ce bâtiment avait du cachet. On aurait peut-être pu essayer de conserver l'aspect brique, tout ça à l'extérieur. Mais il se trouve qu'en isolant par l'extérieur, l'aspect brique, il est à l'intérieur, il est pour les locataires. Donc c'est les locataires qui en bénéficient. Donc quand on veut isoler, voilà, c'est ou dehors ou dedans, et après c'est ou les passants qui bénéficient du beau bâti, ou c'est les utilisateurs à l'intérieur. Donc voilà un peu l'aspect. Là on voit de la pouzzolane qui a été placée sur 30 cm jusque là. Donc ça c'est aussi pour limiter les déperditions thermiques du sol, parce qu'un plancher, ça perd les calories, elles passent comme ça vers l'extérieur. Et le fait de mettre cette roche volcanique avec plein de petites bulles d'air dedans, ça limite un petit peu ces déperditions. Quelque chose d'intéressant, ils ont mis de l'eau chaude solaire, pas sur le bâtiment, mais ils l'ont bien orienté, bien incliné, et surtout ils autorisent les locataires à avoir un petit jardin rien que pour eux. Donc ça c'est quand même vachement intéressant dans la démarche. La ventilation des coups, en gros il y a 30% pour l'enveloppe, c'est ce que je voulais vous dire, parce que là on n'arrive pas à lire. 30% pour l'enveloppe, avec le gros bout, là c'est tout ce qui est terrassement, démolition. L'enveloppe, c'est ça, plus les menuiseries extérieures. Là, on a le second œuvre. Et puis après, tout ce qui est système, on est à peu près sur 20% aussi. Là, on est à 340 000 € pour 3 logements. C'est une réhabilitation très lourde, hein, donc ça coûte très cher. Et le dernier exemple, donc c'est encore c'est 273 logements, mais c'est des petites tours réparties sur 7 bâtiments. Donc c'est un bâtiment livré en 73, donc le permis de construire a été fait en 70, c'est-à-dire avant, là il n'y avait pas d'isolation, rien du tout. Ils avaient juste changé un peu d'isolation en toiture pour refaire de l'étanchéité, et puis suite à SADF, ils avaient changé pas mal de menuiseries aussi. Donc là on l'a visité la semaine dernière, les travaux étaient en cours. Donc vous voyez les ensembles, il y a 7 tours. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une copropriété qui est à côté. Les bâtiments, c'est presque les mêmes. Et le bailleur social, il va aller voir le syndic ou l'assemblée de copropriétaires pour leur expliquer comment ils ont fait. Il y a peut-être des passerelles qui vont se faire entre les deux projets, ce qui est assez intéressant. Donc c'était des façades vieillissantes, des équipements vieillissants. Il y a des bâtiments qui avaient des persiennes, d'autres des volets roulants. Donc ça a appelé une réponse différente dans le traitement de l'enveloppe. C'était pas la catastrophe en termes d'énergie, hein, on était en classe D, on a vu pire. Mais le bailleur a choisi cette opération pour, voilà, c'était une opportunité pour lui. Donc vous allez voir, celle-ci utilise les énergies renouvelables et de belle façon. Donc ils utilisent encore du polystyrène en isolation extérieure, mais cette fois ils en mettent que 10 cm. Donc on pourrait trouver ça un peu trop faible. Voilà, moi j'en aurais peut-être mis un peu plus. L'isolation des planchers bas était jugée acceptable. Les planchers hauts, ils ont mis juste 80 mm de polyuréthane. Vous voyez, chaudière gaz à condensation, une VMC HYGRO-A. Donc les énergies renouvelables, ils ont du solaire thermique collectif en toiture terrasse et ils ont du solaire photovoltaïque en façade, c'est-à-dire il est vertical. Et c'est assez intéressant. On arrive à 20 000 € par logement, juste pour un traitement énergétique. Hein. Tandis que l'OPH 32, par exemple, qu'on a vu avant, ils ont travaillé un peu sur les cuisines, les salles de bain. Voilà. Là, on travaille juste sur l'enveloppe et les systèmes et on tombe quand même à 20 000 €. Il y a eu 25% de subvention. Hein, voilà. Donc, l'isolation par l'extérieur, c'est 44% des coûts. Et les menuiseries extérieures et les persiennes, parce que tout n'a pas été changé, c'est 9%. Et on atterrit en classe B. Voilà. Mais ils atteignent ce niveau, mais en travaillant moins sur le bâti, en travaillant plus sur les énergies renouvelables. Voilà, donc ça, c'est pendant les travaux, donc des gros échafaudages. Celui-là, il est en train d'être fait, celui-là, il n'est pas fait. Donc là, c'est les ouvriers qui passent les enduits. Ça, c'est l'accroche de l'isolant qu'on voit ici. Là. Voilà.
Alors tout à l'heure, je vous en ai fait voir un qui était a priori qu'en métal. Celui-là, donc il a un cache en plastique et la fiche métallique elle passe à l'intérieur. Donc ça limite sensiblement les déperditions. Alors ça, c'est le photovoltaïque qu'on voit dessous. Quand on regarde vers le haut, c'est la façade. Et le photovoltaïque, il a des fiches métalliques qui traversent l'isolant et qui vont s'accrocher au mur. Donc vous verrez après, vous vous rendrez mieux compte. Donc ça fait des ponts thermiques, mais voilà, c'est des petits profilets métalliques qui viennent chercher la façade derrière. Et ils ont quand même rempli de mousse de polyuréthane pour limiter un petit peu les ponts thermiques. Voilà. Et là, c'est terminé. Donc là, vous avez une belle façade. Donc là, les trucs noirs que vous voyez, c'est que du photovoltaïque qui est posé en vertical. Donc on perd un peu de performance, mais ça marche quand même plutôt bien. Là, vous avez du solaire thermique en façade. Donc là, vous voyez bien le photovoltaïque. Donc ils ont laissé un espace avec de la ventilation en sous-face pour que les capteurs évacuent la chaleur et produisent un petit peu mieux. Ici, c'est ce que je voulais vous faire voir, c'est les retours d'isolation au niveau des fenêtres. Là, ça s'est joué vraiment à même pas 1 centimètre. Je pense que là, il y a autant s'ils sont sur 10, là, sur ce côté-là, ils sont plus sur 4 cm. Donc ça, c'est vachement dur à gérer. Donc là, c'était les volets roulants, mais sur d'autres bâtiments, c'était des persiennes. Donc faut vraiment bien gérer tout ça. Donc là, on voit ici le bâtiment avant, l'isolation par l'extérieur, et il y a des dispositifs coupe-feu réguliers pour éviter, si jamais il y a un incendie, que ça monte tout seul. Il y a des parties qui n'ont pas été traitées, par exemple. Là, tout ce qui est balcon, tout ça, impossible à traiter. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont été obligés de mettre des énergies renouvelables aussi pour y arriver. Et voilà, c'est terminé. Je crois que j'ai plus de photos. Je vous remercie. Parfait, merci beaucoup Nicolas Gaillet. Allez, maintenant on rentre encore plus dans le concret. On va voir ce qui se fait sur une résidence ici à Toulouse, à Jolimont. C'est la résidence La Menuisière. On va voir aussi que la technique, c'est important, mais on va voir aussi, surtout, comment on fait pour discuter avec les gens, les propriétaires, les locataires, les bailleurs. Cécile va vous l'expliquer. On ne viole pas les gens, il faut leur acceptation, donc il faut aller les voir, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils acceptent. Derrière, c'est eux qui vont payer. Donc il faut qu'ils soient de véritables partenaires dans les projets. Ça aussi, c'est un paramètre qu'il faut prendre en considération. Allez, on voit ça avec Cécile Maupeux. Elle est consultante à l'écologie urbaine. Elle témoignera de l'accompagnement réalisé justement par le bureau d'études sur cette résidence La Menuisière ici à Toulouse, à Jolimont. Bonjour, donc Cécile Maupeux, je suis donc consultante au sein de Écologie Urbaine, qui est une société de conseil spécialisée dans l'urbanisme et le développement durable. On est mandataire du groupement de bureaux d'études qui intervient sur ce projet, puisqu'on est donc écologie urbaine sur la coordination générale. On a un bureau d'études thermiques, un bureau d'études qui travaille plus sur la partie lien social et un bureau d'études qui travaille sur la communication. Alors je voudrais simplement aussi introduire Franck Madier qui est ici présent, qui est habitant de la résidence La Menuisière, qui répondra bien évidemment aussi aux questions et qui pourra compléter mon intervention. Franck est ambassadeur Réhabitat, membre du conseil syndical. Tu veux te présenter peut-être en quelques mots ? Bonjour, donc Franck Madier, résident à la résidence La Menuisière. Je suis membre du conseil syndical et ambassadeur Réhabitat. Donc j'ai fait partie des équipes qui sont passées voir les résidents et leur expliquer le projet. Je te laisse continuer, on verra ça après. Alors évidemment, il y a énormément de choses à dire sur ce projet. Il est passionnant, il porte sur énormément d'aspects du développement durable. Et en fait, les présentations précédentes ont très bien introduit cette présentation-là, puisqu'on a bien reparlé des enjeux de réhabilitation, des enjeux aussi d'intégrer les habitants au projet, parce que si on n'a pas de comportement qui suivent, évidemment, une rénovation thermique n'atteindra jamais les performances attendues. Et donc c'est bien l'esprit de ce projet-là qui a été d'avancer de manière concertée sur tous les aspects d'économie d'énergie et de lien social. Alors le projet Réhabitat, c'est donc ah oui, c'est vrai que les photos sont pas très très claires. Le projet Réhabitat est donc un projet européen qui porte sur 5 projets en France et en Espagne. Et à Toulouse, elle porte sur une copropriété, 264 logements, donc qui est le bâtiment que vous voyez ici,
qui se situe à Jolimont, qui est en fait un bâtiment qui a été initialement construit par un bailleur social et assez classiquement, on a racheté petit à petit les appartements. Aujourd'hui, on a 70% de copropriétaires occupants, donc c'est assez important. C'est assez proche en même temps des moyennes que Nathalie Gontiez évoquait tout à l'heure. Les objectifs de ce projet, ils sont à la fois la qualité environnementale dans l'habitat et le développement du lien social. Et on considère que ces deux aspects sont forcément intimement liés. Donc il y a eu 3 grandes phases dans ce projet. D'abord un état des lieux, la mise en place d'un plan d'action et d'une stratégie. Et aujourd'hui, on est en plein dans la mise en œuvre des actions que je vais vous développer par la suite. Alors en quelques mots, entre avril et décembre 2010, on a été du lancement de la démarche où on a rencontré dès le départ les membres du conseil syndical. On a présenté la démarche qu'on allait mener en AG, puisque l'AG se tenait le 28 avril de mémoire, je crois. Et ensuite, on a organisé une réunion d'information. En AG, c'était simplement annoncé. Et ensuite, on a organisé une réunion d'information pour rentrer plus dans le détail, pour avoir une mobilisation très forte dès le départ. Cette mobilisation, on a continué à la rechercher à travers des ateliers thématiques qui nous ont permis de travailler sur 3 grands thèmes. On avait la question, on va dire, environnementale et technique autour du bâtiment. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est source d'inconfort, sur quoi est-ce qu'il faudrait agir prioritairement. Tout ce qui est animation et vivre ensemble, pour dire quelque chose, pour dire large. De la même manière, qu'est-ce qu'on souhaite développer en priorité, et puis tout ce qui est communication. Et ces ateliers ont permis en particulier d'alimenter l'enquête et de préciser les questions qu'on allait poser aux habitants. Alors l'enquête, elle a été menée auprès de 111 foyers sur 164, ça fait à peu près 70% de réponses. Donc nos équipes, pendant 1 mois et demi, je crois, ont été frappées à la porte de tous les habitants de la Menuisière pour les interroger à la fois sur leur logement, mais aussi sur leurs pratiques, leurs besoins, leurs envies, à la fois en termes d'environnement, d'énergie, mais aussi de lien social, de développement, d'animation. Et on le verra, dans beaucoup de familles, on avait parfois le garçon qui était très intéressé par la technique et la fille qui était plus intéressée par le développement, d'activités en commun, etc. Donc on a quelque chose qui est vraiment complémentaire sur ce projet-là. Donc cette enquête, elle a permis d'avoir des informations là-dessus, sur ce qu'on attendait, mais aussi d'aller chercher des informations techniques très précises. C'est-à-dire qu'on pouvait faire, on a fait ensuite un audit énergétique. En règle générale, quand on fait un audit énergétique sans rentrer dans les logements, on a un certain nombre de choses qui sont sur des moyennes. Là, on a pu savoir très précisément quels étaient les types de menuiseries qui avaient été remplacés, combien on avait de double vitrage, qu'est-ce qu'on avait comme isolation, mais aussi quel type de robinet on avait, des choses très précises. Donc cet audit énergétique du bâtiment, accompagné d'un diagnostic plus urbain, environnemental, paysager, de la qualité du cadre de vie sur cette copropriété, il a amené à travailler sur une stratégie d'action. Donc cette stratégie, on y a travaillé à travers des ateliers thématiques de nouveau. On a réuni de nouveau les habitants pour discuter autour des propositions d'action et des axes de travail qu'on avait envisagés. Alors ce sont les photos qu'on voit donc très mal également. On a effectivement organisé des ateliers pour définir quelles étaient les actions prioritaires, qu'est-ce qui était très important, qu'est-ce qui pouvait être reporté pour plus tard. Et évidemment, tout ce qui avait attrait à la rénovation énergétique paraissait comme quelque chose de prioritaire. On ne parlait pas encore de coûts, on en parle maintenant et on va en parler tout à l'heure. Un travail sur la communication qui a été mis en place avec les habitants. Donc vous voyez, il y a une newsletter maintenant qui est faite et qui est de plus en plus prise en charge par nos ambassadeurs, dont je parlais tout à l'heure. Et puis donc l'élaboration d'un plan d'action qui s'est organisé finalement autour de 3 grands axes. Alors, je suis désolée, c'est un peu petit, je vais vous le dire à l'oral. Les 3 grands axes, les 3 actions phares qu'on a menées, il y a l'aspect développement des éco-gestes, l'animation de la copropriété et l'amélioration du bâti et des espaces communs. Et on a 2 actions qui sont plus des actions support qui permettent de mener toutes ces actions et d'avancer très concrètement dessus. C'est la mise en place d'ambassadeurs Réhabitat, dont Franck est un des représentants aujourd'hui présents, et puis une communication diversifiée pour toucher un maximum d'habitants. Alors en quelques mots, sur le développement des éco-gestes, l'action phare, c'est la distribution d'un kit
économie d'eau et d'énergie. Nicolas qui connaît bien ce genre de démarche, puisqu'on a beaucoup discuté aussi, puisqu'un certain nombre de bailleurs sociaux ont mis en place ce type de démarche pour faire des économies très rapidement dans les foyers. Alors en quelques mots, ce qui est intéressant à dire, c'est que ce sont les ambassadeurs qui ont distribué ce kit économie d'énergie. Ils ont été formés par l'espace Info Énergie à l'utilisation et au suivi des consommations sur ce kit. Et en fait, c'est un support, Franck peut-être développera, c'est un support, cette distribution du kit, pour échanger avec les habitants, raconter le projet, répondre aux questions que les gens ne viennent pas forcément poser en réunion. Et donc c'est vraiment aussi un support de développement, d'échanges et de rencontres entre voisins. Sur l'animation de la copropriété, donc l'action phare de 2010, c'était la participation à la semaine du développement durable, où les habitants, les ambassadeurs ont présenté le projet Réhabitat aux habitants du quartier qui participaient à un parcours pédestre qui avait été organisé en lien avec le quartier Joly-Mont-sous-Petard. On a un programme d'animation qui va être mis en place sur l'année 2011-2012. On est en train de caler tout ça et qui va être autour des thématiques de l'économie d'eau et d'énergie, des déchets, des circuits courts et du lien social. Il y a un lien évidemment en tête avec le plan climat en cours, où quelque part on est aussi en expérimentation de toutes les questions autour du plan climat et de la réhabilitation des bâtiments. Et puis l'amélioration de la salle commune. Il y a une salle commune et l'objectif, c'est d'en faire un endroit où on puisse vraiment se retrouver, organiser des animations beaucoup plus qu'aujourd'hui. Enfin, l'amélioration du bâti et des espaces communs. Donc la réalisation de scénarios énergétiques qui ont été faits à partir du diagnostic énergétique, comme je disais tout à l'heure, qui est allé très dans le détail. On a établi à partir de là plusieurs scénarios de réhabilitation possibles. On aurait pu en établir 50, on en a établi 3 que je vous présenterai plus en détail tout à l'heure. Ce qui est important sur ce travail-là, c'est qu'on a pensé qu'il fallait être très pédagogique. C'est pas évident d'envisager, c'est très technique quand même, ces questions de réhabilitation énergétique. Il faut il faut bien expliquer les enjeux, en quoi ça consiste. Donc on a organisé vraiment une vraie communication autour de ces questions-là, et une des difficultés aussi, c'est de mobiliser tout le monde, que tout le monde ait le même niveau d'information et le même niveau d'implication dans ce projet-là. Donc on a envoyé à l'ensemble des copropriétaires non pas simplement une information, mais le diagnostic technique du bâtiment complet, c'est-à-dire avec tous les éléments de l'enveloppe jusqu'aux menuiseries, en passant par la ventilation, où en était le bâtiment. On a vu tout à l'heure des bâtiments qui pouvaient être assez proches. On retrouve les mêmes choses. On a effectivement l'enveloppe qui génère la plupart des consommations de chauffage, puisque de mémoire, on a 90% en gros des déperditions thermiques qui sont liées à la toiture, au mur extérieur et aux menuiseries, aux pompes thermiques et aux menuiseries. Donc on va le voir, l'isolation par l'extérieur, c'est un incontournable pour cette réhabilitation. On a organisé aussi une réunion d'information, et puis ensuite, on a présenté ces scénarios énergétiques en assemblée générale, puisque bon, je ne reviens pas sur le détail, mais on a quand même une organisation de la décision en copropriété qui n'est pas du tout la même que pour un organisme de logement social. Pour engager des travaux sur une copropriété, il faut 2 ou 3 assemblées générales. Ça se passe dans le temps, et il faut avoir des informations très concrètes à proposer pour qu'on puisse envisager de s'engager dans des travaux qui sont parfois lourds, même souvent très lourds. Un dernier point, les scénarios énergétiques, on est très centré sur l'énergie quand même, sur le thermique. Il nous paraissait important de regarder aussi au-delà. Quand on rénove un bâtiment, on ne fait pas que l'isoler. On change sa façade, on change son image, on intervient aussi sur des espaces communs. Donc on a lancé un partenariat avec l'école d'architecture qui va démarrer à la fin du mois, même à la fin de cette semaine d'ailleurs, avec un travail avec un groupe d'étudiants autour de l'enveloppe, de comment quelque part cette isolation par l'extérieur pourrait se traduire visuellement, autour aussi des espaces communs intérieurs et extérieurs, autour quelque part de l'image de ce bâtiment qui, dès qu'on rentre à l'intérieur, les logements sont super, ils sont traversants, ils sont très lumineux, et en fait quelque part on sent que c'est l'image extérieure qui lui fait du tort, alors même qu'on a un patrimoine sur ce bâtiment qui pourrait être valorisé à travers un travail d'architecture.
Donc en quelques mots, les ambassadeurs Réhabitat, qui sont des relais vraiment essentiels du projet, j'insiste sur ce point. Je pense que la réussite de ce type de projet, c'est bien l'implication des habitants. Et un bureau d'études où la collectivité, on n'est pas légitime à aller expliquer à chacun des habitants ce qu'il faudrait faire. Effectivement, d'avoir des relais comme Franck, comme notre dizaine d'ambassadeurs au sein du projet, eux sont directement concernés et ils sont beaucoup plus légitimes et beaucoup plus efficaces que nous à intervenir et à discuter avec l'ensemble des copropriétaires. Donc, on a fait des réunions de travail, on a monté des outils autour des ambassadeurs, on a fait une formation technique avec Solagro. Donc ils sont armés pour accompagner ce projet dans les meilleures conditions. Et puis une communication diversifiée, j'en ai parlé, des panneaux d'exposition qui sont à la menuisière, vous pouvez aller les voir, et un blog aussi qui a été monté par les habitants. Quelques images pour vous montrer, alors vous ne les voyez pas, mais les ambassadeurs sont ici en bas à gauche, le kit économie d'énergie, la newsletter, et puis des ateliers de création de petites fleurs et d'oiseaux en papier pour la semaine du développement durable. Voilà, c'est cette diversité-là d'actions qui représente bien le projet Réhabitat. Alors, je crois qu'il va falloir bien m'écouter pour comprendre ces scénarios, parce que vous ne voyez vraiment pas grand-chose. Donc, en fait, ici, nous avons l'état initial du bâtiment. On a eu une bonne surprise en faisant l'audit énergétique, puisqu'on s'est rendu compte que le bâtiment était en classe D, à 180 kWh par mètre carré par an. Vous vous souvenez, le bâtiment à Lyon était à 400 kWh par mètre carré par an. On a vraiment déjà un atout à la base sur ce bâtiment. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, on est à Toulouse, donc on a un climat relativement clément pour nous. On a un bâtiment qui est très bien positionné puisqu'il est majoritairement nord-sud et tous les logements sont traversants. On a aussi des casquettes qui protègent des surchauffes en été. Et puis on a un système de chauffage qui est performant, qui a été rénové, enfin changé assez récemment. Et puis un chauffage par le sol, ce qui n'était pas très courant à l'époque et qui est très performant sur ce type de bâtiment. Donc, comme je vous disais, on aurait pu faire 50 scénarios. On a choisi de présenter des scénarios qui permettaient à chaque fois de gagner une classe énergétique et pour permettre de se positionner là-dessus. On a travaillé sur le choix de ces scénarios avec le conseil syndical, avec les ambassadeurs, pour être évidemment au plus près des attentes des habitants. Donc, le premier scénario, je vous l'ai dit, c'est le minimum. Si on se lance dans de la réhabilitation énergétique, on fait forcément ces travaux-là. C'est l'isolation de l'enveloppe, des murs, de la toiture, du plancher bas. L'isolation, elle ne va pas sans une reprise de la ventilation. Vous le savez peut-être, on est sur une ventilation aujourd'hui qui est naturelle par des entrées d'air, par les grilles, vous savez, les grilles qui sont au niveau des pieds dans la cuisine et qui font froid aux pieds. Donc si on isole par l'extérieur, il faut reprendre cette ventilation. Et puis le remplacement des menuiseries anciennes. Comme je vous disais, il y en a un certain nombre qui ont été changées. Il y en a d'autres qui sont encore des menuiseries bois, simple vitrage. Donc il faudrait avoir une rénovation aussi de ces menuiseries-là. Donc ce scénario-là nous fait déjà économiser 80 kWh par mètre carré par an. Je pense que c'est intéressant de s'y arrêter parce qu'effectivement, on voit à quel point l'enveloppe est importante et la réduction des besoins est la première chose, la première démarche à avoir sur ce type de bâtiment. Ensuite, le deuxième scénario, effectivement, on rentre un peu plus sur les systèmes. On garde l'isolation de l'enveloppe. On va ajouter en plus une amélioration du chauffage. Alors, pas un changement de chaudière, simplement améliorer l'équilibrage des réseaux, améliorer la distribution du chauffage dans le bâtiment, améliorer l'éclairage des parties communes, ce qui n'est pas très important en termes de consommation, mais qui est très important en termes de confort et de qualité de vie. La production d'eau chaude et la robinetterie économe, puisque les consommations d'eau sont très rapidement remboursées enfin les travaux sur la consommation d'eau sont très rapidement remboursés par les économies. Là, on gagne en tout une centaine de kilowattheures par mètre carré par an. Le dernier scénario, c'est le scénario le plus volontariste. On garde les mêmes dispositions, on fait une isolation qui est renforcée, on remplace la chaudière par une chaudière gaz à condensation et on rajoute des panneaux solaires, 600 mètres je crois, 600 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques. Donc là, c'est vraiment le scénario volontariste, mais qui peut être l'intérêt, c'est de se dire on peut commencer par le scénario 1, continuer un peu plus tard par le scénario 2, et pourquoi pas au final passer au scénario 3. Donc notre idée, c'était de vraiment être phasé dans le temps.
Sur chacun de ces scénarios, on a calculé à la fois l'investissement commun, donc sur les parties communes, par exemple les murs, mais aussi l'investissement individuel, notamment le remplacement des menuiseries, en ayant la démarche derrière de se dire si on doit remplacer les menuiseries, s'il y a 50 logements qui doivent remplacer leurs menuiseries, il faut faire un achat groupé, on y gagnera en économie d'échelle, et en plus, ça peut créer aussi du lien entre les habitants. Et pour chacun des scénarios, on a aussi étudié les économies qu'on pouvait réaliser sur l'eau et sur l'énergie. Donc un exemple, sur le scénario 1, on a en investissement commun, donc pour l'isolation et la ventilation, 50 € par mètre carré chauffé, 50 € TTC par mètre carré chauffé, et environ 600 € par fenêtre remplacée. C'est une moyenne. Les économies d'eau, alors là j'y vois rien forcément. Les économies d'eau sur ces scénarios, enfin les économies d'eau et d'énergie, ça fait à peu près 175 € pour un logement de 45 mètres carrés et 250 pour 75 mètres carrés par an. Voilà, et le scénario 3, évidemment, est celui qui fait faire le plus d'économies. Donc vous retrouvez bien sûr toutes ces fiches et tous ces chiffres sur le site de l'ARP. Voilà. Pour un montant qui est 2 fois supérieur, 130 € par mètre carré chauffé, on peut aller jusqu'à 500 € d'économie par an pour un logement de 75 mètres carrés. Donc ces questions-là, elles sont évidemment intéressantes, mais on nous pose tout de suite la question de comment est-ce qu'on finance tout ça. Donc on sait effectivement, on a développé de premiers éléments. Je passerai ensuite la parole à Franck qui aussi complétera tout ça. Sur les éléments de financement, alors il faut savoir qu'il y a un fonds de prévoyance. Ça, c'est un des éléments très forts pour les copropriétés, de prévoir un fonds de prévoyance pour pouvoir financer des travaux. Les certificats d'économie d'énergie, on peut y penser. Ce n'est pas forcément la première chose à mettre en œuvre, mais il ne faut pas oublier qu'il y a ces possibilités-là. Il y a des solutions individuelles. Donc notamment, alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette copropriété n'est pas dans une OPH, une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Elle n'est pas dans le périmètre en rue, donc renouvellement urbain. Donc elle n'a pas accès à des financements extraordinaires, dans le sens extraordinaire qui ne sont pas de droit commun. Elle est exactement dans le droit commun, mais elle est aussi représentative d'un parc de logements. Alors Elsa Lecran pourra probablement me donner les bons chiffres sur le parc de logements copropriété dans la même situation que la menuisière. Et ce qui nous fait bien voir qu'il y a un enjeu énorme, parce que ce parc-là de bâtiments, sur lequel on n'a pas de financement extraordinaire, c'est celui qui représente un poids énorme, à la fois en termes de consommation pour le territoire, mais à la fois aussi en termes de précarité énergétique. Parce que ce ne sont pas les plus riches qui sont propriétaires, ce ne sont pas forcément les plus pauvres non plus, mais il y a de vraies questions de précarité énergétique qui peuvent se poser, peut-être pas à la menuisière, mais en tout cas sur l'ensemble du parc de la copropriété, on retrouve ces questions-là. Donc la vraie question qui se pose, alors je pense sur les solutions de financement, on pourra en parler, je pense qu'il y aura des questions peut-être. Oui, dans la partie débat, je pense que ça reviendra, oui. Mais vraiment la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est à partir de ces éléments-là, qu'est-ce qu'on invente comme dispositif ? Qu'est-ce qu'on invente dans le cadre des plans climat, des objectifs de travail négociés ? Quelles sont les solutions à inventer pour aider à financer, pas forcément pour financer en totalité, ce serait probablement pas jouable, mais pour aider à financer et peut-être pour aider à monter ce type de projet pour l'avenir. Alors je vais laisser simplement sur cette dernière page ces quelques exemples dont on pourra parler aussi d'actions qui se sont menées ailleurs. Donc Murmure à Grenoble dans le cadre d'un plan climat. À Clisson, c'est une rénovation énergétique, vraiment rénovation moins sur l'aspect lien social, etc. Donc ça peut être des exemples pour réfléchir et pour aller plus loin. Et je vais passer la parole à Franck pour qu'il puisse... Alors oui, Franck Mallier, donc vous êtes vous propriétaire à la menuisière, vous êtes l'ambassadeur de bonne volonté qui va voir les autres copropriétaires. Moi je suis un copropriétaire de chez vous, je suis pas franchement sociable, je suis très bien comme je suis, j'ai pas envie que ça bouge. Alors vous venez me voir et qu'est-ce que vous me dites ? Premièrement, vous êtes le copropriétaire type. On en a, et plus qu'on croit, malheureusement. Eh bien, tout d'abord, ça s'est traduit par un... Nous avons distribué un kit d'économie d'énergie, donc qui était composé d'éco-chasse d'eau, de mousseurs pour les robinets, de coupe-veille à mettre sur les télés qu'on laisse en veille et ça fonctionne très simplement. Vous branchez votre télé dessus et quand vous mettez votre télé en veille, une minute après, elle s'éteint complètement. Donc, j'ai distribué ces kits-là dans mon entrée et je suis tombé sur des propriétaires comme ça
et qui étaient assez réticents. Et en fait, ces gens-là, quand on leur a distribué les kits, c'était eux qui me posaient des questions. Mais expliquez-moi, allez-y rentrer, comment ça fonctionne, expliquez-moi tout ça. Donc, ça a été notre boulot de leur expliquer tout ça. Et en fait, souvent, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas si réticents que ça. Et qu'ils sont assez ouverts, ils veulent simplement des informations. Et donc, on leur a expliqué, la question qui revenait le plus, c'est combien ça coûte, comment on finance. Donc, à l'époque où je les ai vus, on n'avait pas beaucoup d'informations, mais bon, maintenant on en a récupéré, on est en train de les informer via la prochaine newsletter qu'on fera, etc. Et on s'aperçoit que finalement, on a quand même si on n'a pas de financement extraordinaire, on a quand même des financements qui sont assez intéressants puisqu'on a droit à la TVA à taux réduit, à 5,5. On a droit au crédit d'impôt. Et je ne sais plus si l'OCOPREA à taux zéro aussi. Et j'ai lu cette semaine dans la presse que c'était dans les bacs de pouvoir cumuler l'éco-prêt à taux zéro et le crédit d'impôt. Donc, une fois qu'on aura expliqué ça, puisque c'est des informations qui sont toutes nouvelles, il va falloir faire passer. Je pense que les gens seront déjà beaucoup moins inquiets. Et j'espère qu'on ira plus loin et on pourra organiser des AG pour voter les travaux. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ouais, les habitants la grosse question était le financement, mais on a vu les scénarios. En AG, on leur a demandé leur avis. Ils étaient plutôt sur un scénario 1, qui est un scénario basique, mais bon, c'est déjà quelque chose. Mais quand on leur explique, ils ne sont pas fermés à aller plus loin, à passer au scénario 2 d'ici quelques années. Ils ne veulent pas tout faire maintenant parce que on est tous pareils, on vient d'acheter, on a des crédits sur le dos, etc. etc. Maintenant, ils ne sont pas à long terme, voire à moyen terme, ils ne sont pas contre aller plus loin. Après, on a d'autres soucis qui sont les personnes âgées qui représentent quand même une bonne partie de la copropriété, qui, elles, malheureusement, ont leur petite retraite, etc. Je pense qu'avec les financements qu'on a trouvés, je pense que ça va déjà bien les soulager et leur permettre de voir un peu plus loin. Franck, vous restez avec nous, je vous en prie, on tourne à la place, on passera à la partie débat, vous aurez des questions. Je le disais en ouverture, il y a 400 000 logements en habitat collectif en Midi-Pyrénées, c'est un très gros chantier, ça coûte cher, il faut trouver des gens pour le faire, il faut des partenaires. Un des principaux partenaire dans la région, c'est bien sûr le conseil régional. On va voir donc ce qui se fait à la région avec Françoise de Dieu-Gastille. Elle est vice-présidente en charge du développement durable à la région Midi-Pyrénées. On va voir avec elle notamment le plan régional Midi-Pyrénées Énergie 2011-2020. Françoise, qu'est-ce que c'est ? Bien, mais je vais tout vous raconter, mais je vais remonter peut-être un petit peu en arrière parce que le plan Midi-Pyrénées Énergie a été voté en mai 2011, mais avant mai 2011, il s'était passé un certain nombre de choses sur la région Midi-Pyrénées en matière de bâtiments économes, de plan climat, etc. Donc pour replacer, après ma présentation sera assez rapide et on fera plutôt un jeu de questions-réponses. J'ai vu la liste des participants et je sais que j'ai affaire à un public averti. Donc je vais essayer de ne pas être trop redondante par rapport à ce que vous savez déjà. Donc pour situer notre plan Midi-Pyrénées Énergie de 2011 dans ce qui s'est passé avant, c'est bien évidemment l'agenda 21 de la région Midi-Pyrénées qui a été voté en 2007, qui a été revu en 2010, réévalué, évalué et réajusté. Et donc avec, dans les deux cas, une fiche plan climat qui s'étoffait de plus en plus d'une version à l'autre. Donc c'est déjà pour la région Midi-Pyrénées, en matière de bâtiments économes et de rénovation énergétique, un premier bilan qui nous a servi effectivement à redémarrer notre plan. Alors, je vais un peu déborder par rapport à la thématique que vous évoquez ce matin qui porte sur le logement collectif, puisque je vais dans le plan climat, il n'y a pas que effectivement la rénovation des logements collectifs, mais il est beaucoup plus large. Donc juste en matière de bilan de ce que nous avons déjà fait à la région, en termes de soutien à la construction et à la rénovation énergétiquement performante des logements sociaux publics locatifs, à ce jour, la région a déjà accompagné 66 opérations qui représentent 2120 logements locatifs pour un montant de subvention régionale
peu importe encore que pas peu importe, de 2,4 millions d'euros. Parmi ces 66 opérations, 25 concernent la construction et 41 la rénovation. Dans le précédent plan, nous avions aussi un soutien aux logements sociaux économes privés dans le cadre d'un partenariat, ce partenariat que nous sommes en train, enfin que nous renouons effectivement, que ce soit avec l'État au travers de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, dans le cadre d'opérations programmées aussi portées par des collectivités, les OPH qui ont été signés, qui ont été présentés tout à l'heure, les programmes d'intérêt généraux et des programmes sociaux thématiques. Voilà. Donc, effectivement, on a parlé tout à l'heure d'argent, de coûts de rénovation énergétique. On a vu que ces coûts n'étaient pas neutres. La région a choisi de s'adresser prioritairement aux ménages avec les plus faibles ressources. Donc, toutes nos aides, en ce qui concerne bien évidemment les particuliers, sont sous condition de ressources. Et il était important, vu le montant des travaux nécessaires, que l'on puisse effectivement travailler en complémentarité avec les autres acteurs sur ce terrain, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités locales, et bien évidemment, en ce qui concerne le logement social, avec les acteurs publics ou privés du logement social. Voilà un petit peu le contexte. Donc là aussi, pour le soutien aux logements sociaux économes privés aussi, on a un bilan qui est à ce jour de 193 opérations qui ont été accompagnées, qui représentent 232 logements. Je cite volontiers ces chiffres pour les mettre en regard des besoins. Donc ça représente beaucoup d'argent et pourtant les chiffres des rénovations et des opérations concernées restent modestes au regard de ce qu'il nous reste à faire de façon générale. Un appel à projet aussi que vous connaissez vraisemblablement, l'appel à projet bâtiment économe de qualité environnementale qui depuis plusieurs années est dans un partenariat avec l'ADEME et le FEDER nous permet effectivement de favoriser l'émergence de bâtiments très performants énergétiquement, en construction comme en rénovation. Le dernier appel à projet était surtout sur de la construction. Nous faisons appel à des projets de rénovation parce qu'effectivement, c'est là que nous avons beaucoup à gagner et c'est là que nous avons aussi beaucoup à engager. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour ce qui s'était passé jusqu'à ce mois de mai 2011 où la région a donc voté son plan Midi-Pyrénées Énergie. C'est un plan qui est prévu pour 10 ans, voilà, parce que là effectivement on est sur de la durée. On pense que les choses ne vont pas se faire en 2 temps, 3 mouvements. En 10 ans, grâce à ce plan, notre objectif est de réhabiliter 70 000 logements sur 2 thématiques. D'une part, grâce à l'éco-chèque logement qui est en direction des particuliers, sur lequel je pourrais peut-être tout à l'heure, si vous avez des questions, vous répondre. Savoir que l'éco-chèque logement, on avait eu une première version. Et c'est la deuxième version que nous vous proposons qui est plus intéressante financièrement et qui, nous l'espérons, va nous permettre de rencontrer le public effectivement sous conditions de ressources qui sera prêt à s'engager sur des réhabilitations que nous avons évaluées autour de 10 000 euros. Mais là, je sais que ça peut faire débat et puis c'est une moyenne bien évidemment. Et pour lequel, sur certains territoires concernés par exemple par des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, on peut arriver jusqu'à 8 600 voire 8 700 euros d'aide, évidemment pas que de la région, État, collectivité dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat par exemple, et avec le solde qui peut être pris dans certains cas aussi, par un prêt à taux zéro, notamment dans le cadre de conventions avec les SACICAP. Je reviendrai sur les conventions, effectivement, puisque ce plan donne lieu à un certain nombre de conventions avec les entreprises du bâtiment. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la région conventionnera dans le cadre de l'éco-prêt logement avec les entreprises
Les premières conventions, l'éco-prêt démarre le 1er octobre, je vous l'ai dit, la nouvelle formule. Et j'ai bon espoir que les premières conventions soient signées à l'occasion de la foire à Haute-Rive pour les Haut-Garonnais qui sont dans la salle, c'est-à-dire le week-end prochain. Voilà. Donc, on est dans tous les cas, je vous l'ai dit, sous conditions de ressources, mais aussi sous conditions de résultats. C'est-à-dire que dans le cadre de l'éco-chèque logement, les particuliers qui souhaitent s'engager dans cette démarche devront en amont faire un diagnostic de performance énergétique qui permettra de vérifier que les travaux nous permettent de gagner de façon significative. De mémoire, c'est 25%, si je me trompe, tu vas me... 25% d'économie d'énergie par rapport à la situation antérieure. Voilà. Je ne m'appesantis pas plus sur l'éco-chèque logement. On va venir à ce qui nous intéresse aujourd'hui et qui concerne le parc social locatif public. Donc, c'est aussi dans le cadre du plan Midi-Pyrénées Énergie. C'est depuis le 1er juillet, donc, pour ce plan, la région a choisi d'amplifier ses aides vers les bailleurs sociaux pour les inciter de réduire d'au moins 30%, là nous sommes plus à 25%, mais nous sommes à 30%, les consommations d'énergie dans les logements qu'ils réhabilitent. Nous avons choisi de consacrer à cette opération plus de 8 millions d'euros par an. Une convention de partenariat avec l'Union sociale de l'habitat est en passe d'être signée. Je pense, Gérard, qu'elle est passée, la convention, à notre dernière commission, puisque nous avons des étapes et que donc, à partir de là, elle pourra être signée. Et elle sera donc présentée dans le cadre de notre commission permanente le 29 septembre et elle pourra être opérationnelle à partir de là. Mais nous avions déjà travaillé sur un premier dispositif dans la période 2009-2010, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et qui a eu les résultats que je vous ai présentés, avec un partenariat avec la Caisse des dépôts et des consignations et l'USH. Donc, 2120 logements locatifs, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Le plan Midi-Pyrénées Énergie, c'est aussi la volonté pour la région de s'appliquer à elle-même ce qu'elle préconise aux autres, et notamment sur son patrimoine. Et le patrimoine le plus riche et le plus important de la région, c'est bien celui des lycées. Donc là aussi, notre projet est de réduire de 30% les consommations d'énergie dans les lycées publics, en mobilisant chaque année des sommes importantes pour des travaux d'économie d'énergie, donc et en travaillant sur la gestion performante de ces établissements. Une compétence de la région, c'est aussi la formation. Alors, je sais qu'il y a ici des représentants des organismes de formation. La région donc, a repris dans son plan Midi-Pyrénées Énergie les parcours de formation qu'elle consacre habituellement à la formation. Ils sont de l'ordre de 1600 parcours autour de la construction, donc pas tous dédiés ni à la rénovation énergétique ni à l'éco-construction. Mais l'objectif de la région sur ces 10 années est que ces 1600 parcours, effectivement, soient accompagnés sur les deux thématiques que je viens de citer en termes d'éco-construction. Donc c'est une évolution de nos parcours de formation sur lesquels je sais que les organismes sont en train de travailler et pour lesquels la région aura de plus en plus d'exigences en matière notamment d'éco-construction. Alors ça me permet d'évoquer une thématique qui peut être un levier, parce que dans ces cas-là, quand on a travaillé sur un petit peu des évolutions de comportement, sur des métiers qui avancent, qui évoluent, sur des prises en compte des partenaires un petit peu différentes de leur façon de faire au quotidien, un des moyens que nous avons souhaité mettre en place, pour lequel nous sommes encore en train de travailler, qui n'est pas tout à fait finalisé, c'est tout ce qui touche à l'éco-conditionnalité. Autrement dit, la conditionnalité des aides que la région accorde aux bénéficiaires de quelque ordre qu'ils soient, que ce soit des entreprises, que ce soit des collectivités, effectivement, qui nous demandent des subventions pour mettre en œuvre un certain nombre de projets. Donc, nous avons repassé
au regard, j'ai envie de dire, du développement durable, tous nos critères d'intervention. Et donc, vous devriez voir arriver les uns et les autres, dans les partenariats que vous avez avec la région, des critères complémentaires par rapport à ceux que vous connaissez, qui d'une part, bien évidemment, vérifient que le porteur de projet, si on est sur un bâtiment, bien évidemment, répondent aux nouvelles réglementations, ce qui est le minimum. Mais l'aide de la région pourra être modulée en fonction, effectivement, des engagements que le porteur de projet va prendre sur une rénovation d'un bâtiment ou sur une création d'un nouveau bâtiment, pour ne prendre que le secteur du bâtiment. Mais bien évidemment, la conditionnalité des aides s'applique à tous les secteurs et à tous les domaines de compétences sur lesquels la région travaille. Dans ce même état d'esprit, bien évidemment, quand nous achetons des produits ou des services, c'est là où je voulais en venir, nous mettons en place des clauses, puisque là on n'est plus sur des critères, mais quand on parle de marché ou d'achat, quel qu'il soit, nous mettons en place, nous en avions déjà quelques-unes, notamment des clauses sociales, mais dorénavant un certain nombre de clauses environnementales seront inscrites dans nos marchés. Donc pour en revenir effectivement à la formation, quand la région achètera dorénavant de la formation, vous pourrez peut-être trouver dans le cahier des charges un petit alinéa qui concerne ou une clause d'insertion sociale, ou une clause sociale, ou une clause environnementale. Voilà, ce sont les chantiers sur lesquels nous sommes. Avant de terminer mon intervention, juste dire que pour réussir à atteindre tous ces objectifs, et bien évidemment, la région ne travaille pas seule, je l'ai dit, elle cofinance avec d'autres, et en même temps, elle a besoin d'être accompagnée par... il m'a troublée, il essaie de me dire quelque chose, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Donc je suis complètement troublée. Il veut que je parle de l'ADEME, il trouve que je ne parle pas assez de l'ADEME. Mais Nathalie est là. Bien, effectivement, un certain nombre de nos actions, j'ai parlé de l'État, mais pour moi, l'ADEME, c'est l'État, et j'ai eu tort quand même de ne pas le citer, mais notamment dans le cadre de Prélude, nous avons effectivement un partenariat sur le plan bâtiment économe, aussi nous travaillons en partenariat avec l'ADEME. Et sur d'autres thématiques, donc les prochains que je vais citer. Donc, comme je disais, nous avons besoin effectivement de faire savoir, parce que c'est bien de prendre des décisions, de mobiliser des sommes pour développer des projets. Et si en même temps les bénéficiaires ne sont pas informés, c'est un petit peu compliqué effectivement pour que ces projets puissent émerger. Donc, pour réussir l'atteinte de ces objectifs, en partenariat notamment avec l'ADEME, la région accompagne des espaces info-énergie, 11 et peut-être 12 très prochainement, je ne sais plus où on en est, si j'ai le bon chiffre, mais en tout cas, il y a sur la région un certain nombre d'espaces info-énergie. Vous connaissez ces lieux, vous connaissez leurs animateurs et vous connaissez le rôle important qu'ils ont dans la diffusion d'informations, notamment auprès des particuliers. Des agences locales de l'énergie, nous en accompagnons 3 aussi sur la région Midi-Pyrénées, qui apportent un appui non négligeable aux collectivités, puisque les collectivités sont aussi souvent concernées dans le cadre des logements sociaux, et les plus petites d'entre elles ont souvent un logement de fonction d'instituteur ou un presbytère qu'elles rénovent, et donc à destination des populations les plus démunies de leur commune. Donc on est aussi dans le cadre de logements sociaux. Le CERCAD, je ne sais pas si quelqu'un en a parlé ce matin, mais Nicolas en a parlé effectivement, donc notre centre de ressources de la construction et de l'aménagement durable à Midi-Pyrénées, dont l'animatrice est dans la salle, je la vois, qui assure donc la mise en réseau des acteurs publics et privés dans le secteur du bâtiment. Donc effectivement pour nous, il était important de pouvoir avoir auprès de nous un centre de ressources et qui travaille effectivement à la mise en réseau des professionnels
et qui... Alors, je ne sais pas si vous connaissez le site du CERCAD. Si vous ne le connaissez pas, précipitez-vous-y et vous verrez qu'en termes d'actualité, sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui bouge dans ce domaine-là, ils sont très en pointe. Ils seront épaulés d'ici peu avec un certain nombre de points d'appui répartis sur le territoire de Midi-Pyrénées. Donc voilà, et là aussi l'ADEME, l'État, l'Europe et le CRC participent au financement du CERCAD. Et bien évidemment, j'ai gardé pour la bonne bouche l'Agence régionale pour l'environnement, dont tout le monde sait qu'elle contribue largement et que la région accompagne, qu'elle contribue largement à la diffusion de tout ce qui bouge en matière d'environnement et de développement durable. Voilà, je suis prête à répondre à toutes les questions. Merci Françoise. Merci Françoise. Les intervenants restent avec nous. Gérard Poujade, président de l'ARP, sera aussi avec nous. Questions, réflexions, commentaires. On a une petite demi-heure parce qu'on avait beaucoup d'intervenants ce matin et qu'on va essayer de tenir les délais et de finir pas trop tard après 11h. Donc questions, réflexions, commentaires. Vous demandez un micro pour prendre la parole. Allez-y. Qui c'est qui ouvre le bal? Monsieur. On va vous passer un micro. Il faudrait peut-être régler le problème du Larsen. Allez-y, présentez-vous. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle... on entend? Oui. Je m'appelle Christian Pince, donc je suis ingénieur de formation à l'AFPA Ingénierie, qui agit au niveau national pour la modernisation des formations et des titres du ministère du Travail. Et là, je travaille en ce moment sur la modernisation je pense, un élément clé de la rénovation énergétique, c'est le technicien supérieur d'études en génie climatique. Enfin, un des éléments clés, il y en a d'autres. Et donc, c'est environ tous les 5 ans, on fait cette modernisation. Il y a 5 ans, on a modernisé en introduisant dans la validation et la formation tout ce qui concerne les énergies renouvelables, solaire, thermique, bois, énergie, pas photovoltaïque, parce que là c'est plutôt électricien, mais pompe à chaleur. Et là, justement, on est en train de mener une enquête et une réflexion pour intégrer tout ce qui concerne des compétences particulières concernant le marché de la rénovation énergétique, sachant qu'il y a des études, je veux dire, qui se basent sur des études classiques, mais il y a des aspects particuliers qui sont justement ce qui a été discuté dans le débat, c'est justement des particularités et des difficultés qu'on rencontre dans le bâti parce que ce n'est pas du neuf. Voilà. Et j'ai une autre casquette, je suis copropriétaire d'un logement à Ampalo, dans un immeuble. Oui. Et donc j'ai été très intéressé par les interventions, notamment l'intervention de Madame Maupeux, c'est ça? Donc nous aussi, on s'est engagé depuis 2 ans à faire un travail de rénovation énergétique de la tour. Et c'est vraiment un parcours de saut d'obstacle. C'est un parcours de haie. Étant asthmatique, je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, parce que vraiment, c'est très, très dur. Ouais. Je trouve qu'il manque des outils encore. Alors, c'est pour faire progresser que j'interviens. C'est sur les outils qui manquent. D'abord, quand il y a une rénovation de façade dans un immeuble collectif, je pense qu'il devrait y avoir obligation, au moins, d'étudier d'abord, et si ce n'est pas possible, de ne pas isoler par l'extérieur, mais si c'est possible, d'obliger l'isolation par l'extérieur quand il y a le ravalement des façades. Pourquoi? Parce que si on loupe cette étape-là, on loupe complètement la rénovation du bâtiment. Si on fait le ravalement de façade, ce n'est pas 2 ans après qu'on va isoler par l'extérieur. C'est trop tard. Donc là, il y a un élément législatif qui manque. Autre difficulté, c'est l'aspect copropriété des murs et propriété individuelle des ouvrants. Vous savez que les vitrages, c'est payé par les copropriétaires et individuellement par chaque appartement, alors que les murs, c'est payé par la copropriété.
Donc ça, c'est très difficile parce que vous savez que quand on fait de l'isolation par l'extérieur, on en a parlé tout à l'heure, si on veut éviter trop les ponts thermiques, eh ben, il y a le problème des appuis de fenêtres. Ouais. Ou des appuis de porte-fenêtres. Donc ça, c'est un gros problème, c'est un problème juridique. Alors je crois qu'avec le Grenelle 2, il est passé une loi comme quoi la copropriété peut voter. Là, j'aimerais avoir confirmation si c'est applicable maintenant, peut voter le changement des fenêtres. Et si c'est voté, ça reste payé par chaque copropriétaire, c'est pas payé collectivement par la copropriété. Allez, on va voir ça, on va avec Nathalie Gontiez. Apportez-nous les éclaircissements là-dessus. Je ne pourrais pas répondre exactement sur ce point-là. Ce qui a été voté, c'est sûr, c'est la modification de la majorité. Au départ, il fallait l'unanimité pour faire le moindre travaux dans les copropriétés. Maintenant, on est sur une majorité absolue. Donc il y a déjà, pour faire ces travaux de rénovation énergétique d'une façon générale. Donc c'est quand même un point très important qui permet d'évoluer beaucoup plus rapidement dans les décisions de la copropriété. En nouveauté aussi, l'obligation pour les copropriétaires, les syndics, de réaliser des diagnostics énergétiques. C'est tout récent, ça ? À ma connaissance, l'arrêté n'est pas encore sorti, mais on travaille dessus, nous, depuis début d'année, donc ça ne devrait pas tarder. Ouais. L'objectif étant que d'ici à 5 ans, toutes les copropriétés de plus de 50 lots aient fait effectivement un diagnostic énergétique de leur immeuble. D'accord. Question de monsieur avec le t-shirt rouge, je vous en prie, allez-y, on va vous passer le micro. Donc je vous demanderai, vu malheureusement le peu de temps qui nous reste, des questions précises, courtes et concises qui appelleront des réponses tout aussi concises. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Philippe Laruelle et je travaille à l'entretien du parc immobilier de l'Église catholique en Ariège. Et j'avais des questions concernant l'exigence chiffrée qu'on demande aux artisans, l'obligation de résultat. Oui. Voilà, je crois que c'est le premier intervenant. Voilà, donc j'avais des questions autour de ça. Techniquement, comment ça se passe ? Nathalie ? Pour la majorité des travaux, les consultations souvent se font par lot. Il y a le lot menuiserie, il y a le lot... Et donc, du coup, il est assez facile d'introduire des exigences techniques. Il est difficile. Aujourd'hui, on n'a pas la capacité d'introduire un objectif global, forcément. On ne peut pas dire, faites-moi une rénovation à moins 38%, puisque qui va porter cette performance ? C'est pas possible, sauf à avoir une entreprise de travaux qui a la totalité des travaux. Donc, aujourd'hui, on est obligé de donner des exigences techniques relatives à chaque équipement. La menuiserie, vous précisez qu'elle doit avoir telle performance thermique. Tout ça est tout à fait possible, sans citer de marque. Question, réflexion, commentaire ? Bonjour, c'est juste un commentaire par rapport à la question sur le traitement des copropriétés. En complément d'information, il y a 2 textes qui sont effectivement en cours d'écriture. C'est un sur celui qui a été cité par Nathalie, et le deuxième, c'est sur la réponse, une des réponses qu'a posée à la question de monsieur, sur le fait de pouvoir avoir une assemblée générale qu'on dit extraordinaire des copropriétaires qui permettrait de traiter en partie collective, une partie qui est une partie collective qui est la menuiserie. Ce sont des dispositifs qui se sont déjà mis en place, notamment au moment de la rénovation suite à l'explosion AZF. Et la plupart des copropriétés ont été traitées en rénovation avec cette possibilité qui était une possibilité liée à un problème de rémunération par rapport aux assurances, mais qui reste une disposition qui peut être prise dans le cadre de décisions prises à l'occasion de travaux. Merci Jocelyne. Question, réflexion, commentaire ? Vous réagissiez là-dessus ? Vous vouliez rajouter quelque chose ? Allez-y, ouais, monsieur, je vous en prie, on va vous passer un micro. Oui, bonjour. Moi, ce serait à propos des ambassadeurs. Est-ce que vous présentez, quand vous présentez les projets aux copropriétaires, des retours sur investissement ? Ou est-ce que ce sont des questions qui pour les sont motiver, posées ? Pour les motiver. Les retours sur investissement ont été abordés lors des ateliers. Maintenant, on s'aperçoit que le retour sur investissement, c'est bien, mais souvent, on est sur du 20, 25, 30, 40, 50 ans. Donc, ce n'est pas un point fort. Par contre, ce qu'on essaye de privilégier en plus de l'investissement, c'est surtout ce qu'ils vont gagner en confort. Parce que ça, c'est un retour sur investissement immédiat. J'ai mon voisin du dessus qui est au dernier étage. L'autre jour, quand il faisait chaud, il avait plus de 30 dans son appartement. Avec les gamins, c'est intenable, quoi.
L'hiver, nous en 5e, on a 21 dans l'appartement sans allumer tout le chauffage. Lui, il a tout à fond, il doit avoir 20, quoi. Donc, plus que le retour sur investissement, c'est vraiment le confort. Cette notion de retour sur investissement, je sais, Jean Poujade, que vous, c'est quelque chose, c'est pas ce qu'il faut mettre en avant, quoi, en fait. Prenez le micro. C'est important l'argent, mais c'est pas forcément ce qu'il faut mettre en avant de suite, quoi. C'est difficile à mettre en avant parce que aujourd'hui, dans les rénovations que l'on voit, le temps de retour sur investissement, il est pratiquement jamais dans les horizons d'investissement des particuliers. Donc, il faut un niveau de subvention relativement élevé pour qu'on soit sur des temps de retour sur investissement qui soient inférieurs à 7-10 ans. Donc c'est la part de la participation publique qui fait souvent l'écueil. Et ce n'est pas un argument d'achat. Enfin, en conclusion, tout à l'heure, je parlerai de l'étude des T-City et je réévoquerai ça. D'accord. Allez-y. On fera parler aussi en priorité ceux qui ne parlent pas. Hein, mais je ne veux pas prendre toute la parole, mais il y avait un autre point important que je pensais. C'est le problème de l'accompagnement. Je ne sais pas combien il y a de syndics ici, des syndics. Le problème des syndics. Je peux vous dire que si j'avais pas été sensibilisé, moi, il ne serait rien fait dans l'immeuble. Hein. Et le problème, c'est que le syndic, il ne vient pas. Donc il y a un problème de sensibilisation, de formation et d'accompagnement des syndics. Ouais. Parce qu'il faut les accompagner aussi. Parce que tout seul, ils ne s'en sortent pas. Hein. Donc il y a tout un travail à faire qui est important auprès des syndics, parce que c'est eux qui doivent mener la barque. Ce n'est pas un copropriétaire parce qu'il est motivé, parce que si on regarde que le copropriétaire motivé, il ne se fera quasiment rien. Bien sûr. Le rôle des syndics, il y en a dans la salle des syndics? Ils bossent, eux. Alors, question, réflexion, commentaire. Il y a une question que... Allez-y, madame. Juste que Nathalie a posée au début, finalement, à part les bâtiments qui ont une valeur patrimoniale ou quelque chose de... Mais finalement, ouais, ça coûte cher. Pourquoi on ne les rase pas, ces vieux bâtiments? On rase, on reconstruit, puis on n'en parle plus. C'est beaucoup plus cher. Ça dépend. Ça pollue. C'est compliqué. Ok, madame. J'aurai pas la réponse, c'est pas grave. Allez-y. Voilà, moi, je suis en copropriété et je suis étonnée dans mon immeuble parce qu'il y a quelques copropriétaires qui ont fait refaire leurs fenêtres et chacun s'adresse à son entreprise, donc c'est pas normal. C'est pas normal. Chacun a une entreprise différente, c'est pas normal. C'est pas normal dans le sens où c'est pas normal, on n'arrive pas à faire des économies, c'est pas normal parce qu'on ne sera pas tous au même niveau, c'est pas normal. Voilà. Ouais. Il n'y a pas d'unité, quoi. Non, il n'y a pas d'unité. D'accord. Ça appelle un commentaire de quelqu'un là-dedans? Jocelyne? Allez-y, oui, je vous en prie, Jocelyne Blazer. Excusez-moi sans vouloir redire, mais c'est possible de prendre au cours d'une assemblée générale une décision qui permette à ce que la copropriété décide que collectivement, il va y avoir la réfection des menuiseries sur la totalité de la copropriété. Alors, je ne vous cache pas le fait que c'est techniquement pas très simple à mener parce qu'il faut effectivement qu'il y ait un consensus de la part de l'ensemble des copropriétaires, mais ensuite, vous pouvez donc du coup avoir une négociation sur un marché groupé d'achat de menuiseries, ce qui vous évite d'avoir un devis individuel. Voilà. Prenez un micro, sinon ça ne marche pas. On ne vous entendra pas. Ni ici, ni de l'autre côté de l'ordinateur. Mais alors, quand il y a 3 ou 4 copropriétaires qui déjà ont fait faire leurs fenêtres. Bon, quand c'est fait, quoi. Bon. Allez, il reste 5 minutes. Questions, réflexions, commentaires. Allez-y. Je suis heureux de voir que ce débat n'apporte aucune question. Ça veut dire que tout est compris et que tout marche très bien. Madame, je vous en prie. Je voulais savoir quel est le pouvoir d'un T1, T1 bis sur la décision du choix de celui qui va rénover. Cécile, ça veut dire j'habite un petit appartement, donc j'ai peu de tantième, donc j'ai pas un poids énorme par rapport à ceux qui vivent dans des lofts de 300 mètres carrés au-dessus, donc je peux rien faire, quoi. Alors effectivement, c'est toute la difficulté d'intervenir en copropriété, c'est que la décision doit être collective. Commune et collective, et c'est loin d'être simple, effectivement. J'ai envie de dire, le poids que vous avez, c'est votre implication dans la copropriété, peut-être dans le conseil syndical également, je ne sais pas si vous en faites partie.
il y a vraiment, effectivement, nous, c'est un point très fort sur lequel on insiste dans notre projet, c'est que pour faire bouger les choses, il ne faut pas forcément qu'il y ait 2 personnes qui s'impliquent énormément, mais s'il y en a 15 qui s'impliquent un peu, ça fait avancer les choses. Et je pense que, typiquement, voilà, c'est, au point de vue de la loi, le nombre de tantièmes, effectivement, fait que vous n'avez peut-être pas un poids, mais votre implication, d'aller discuter avec les voisins, ne serait-ce que ça, on en parlait avec Franck tout à l'heure, il y a énormément de choses, il suffit d'en discuter quelques minutes en allant chercher du sucre chez le voisin, et finalement, on trouve les meilleures solutions ensemble. Ouais. Et c'est souvent ça qu'il faut L'union de plusieurs petits T1 peut faire la force, voyez. Allez, questions, réflexions, commentaires, avant de passer à la conclusion et de pouvoir vous libérer à 11h comme promis. Allez-y, une fois. Monsieur. Bonjour. Donc j'aurais voulu savoir s'il avait été prévu quelque chose pour former et sensibiliser les entreprises qui vont, les entrepreneurs qui vont justement réaliser ces travaux, de façon à ce qu'ils respectent mieux ce qui leur est préconisé. Voilà, donc est-ce qu'il est prévu quelque chose pour mieux les sensibiliser ? Alors il y a des organismes, je sais, comme la CAPEB ou comme la Fédération du bâtiment. Quelqu'un peut répondre là-dessus ? On n'a pas de représentant mais est-ce qu'il y a des choses pour sensibiliser ? Allez-y, Françoise, prenez le micro. Mais rapidement, la convention avec le Conseil régional des entreprises du bâtiment, effectivement, est un outil et un moyen pour s'assurer de la qualité des prestations qui seront proposées aux particuliers en l'occurrence, puisque c'est sur l'éco-chèque logement, mais aussi dans d'autres contextes avec d'autres partenaires. La CAPEB qui a développé l'éco-artisan, on va vous passer le micro, Jocelyne. La Fédération française du bâtiment qui a aussi, je crois, sa branche éco. Allez-y, je vous en prie. Oui, les organisations professionnelles ont mis en place des systèmes de formation, de qualification et de certification pour leurs ressortissants. Notamment, vous avez les pros de la performance énergétique, qui a une certification qui a été développée. Et donc, vous pouvez demander si votre entreprise a bénéficié de cette formation. Et l'autre label, c'est les éco-artisans. Ce sont des formations qui ont été également suivies par des organisations, par des entreprises, sur à la fois le conseil global en rénovation. Et puis, vous avez toutes les formations FIBAT qui ont été suivies par les entreprises, par les entrepreneurs, qui leur permettent là aussi d'avoir des connaissances, une formation plus précise sur la performance énergétique et le conseil global en rénovation. On pourrait ajouter aussi que la CAPEB 31 elle vient de rénover son siège derrière Jolimont. Ils ont fait une réhabilitation basse consommation. Quand vous prenez le métro, c'est sur la gauche, sur la droite, ça dépend dans quel sens. Donc ici ils frottent et je pense que la rénovation a servi de support à au moins quelques sensibilisations de leurs adhérents, si ce n'est plus. Allez, on va laisser conclure Gérard Poujade, le président de l'Arbre. Juste un petit rappel, vous avez le programme des petits déjeuners qui est affiché sur les murs jusqu'à la fin de l'année. Ça vous permet de voir ce qui vous intéresse, de vous inscrire parce qu'on a de plus en plus de monde et on refuse des gens. C'est pour ça qu'on le retransmet en direct. Et puis vous avez en sortant un petit questionnaire de satisfaction ou d'insatisfaction à vous de remplir. Gérard Poujade. Bonjour à tous. Je le disais tout à l'heure, il est sorti une enquête il y a une dizaine de jours, maintenant un petit peu plus, je crois que c'est le 8 septembre, par le cabinet Ethicity sur le comportement des citoyens vis-à-vis des préoccupations de développement durable, avec pour la première fois un recul de cette sensibilité. Et l'ensemble des habitants que nous sommes avons été classés en 8 groupes suivants, que l'on est plus ou moins sensible aux questions de développement durable, et puis aussi en fonction de notre pouvoir d'achat, en fonction de notre capacité à investir. Ce qui est très intéressant, c'est que, on va pas détailler les 8 groupes, mais il y a 2 groupes qui sont autour de ce qu'on appelle les consophages, ou des gens qui sont pour laisser faire, pour lesquels les préoccupations dont on parle aujourd'hui, ils n'en ont rien à cirer. Donc ce qu'ils veulent, c'est pouvoir consommer, et ensuite, la manière dont ils consomment, ça ne regarde personne. Et puis, ça c'est une première catégorie, une deuxième catégorie, qui consomment et sont indifférents à ce qu'ils consomment, et indifférents aussi à ce qu'ils dépensent, tant en qualité qu'en quantité. Donc, on a ce premier écueil. Alors j'ai entendu des réponses, j'ai entendu il faudrait des outils. En fait, ce n'est pas des outils qu'il faut, c'est de la règle.
C'est-à-dire, face à ça, il n'y a que le législateur qui va dire quand on ravale une façade, s'il n'y a pas une règle et si elle ne tombe pas d'en haut, les gens ils ne l'appliquent pas face à ce comportement-là. C'est difficile de faire de la règle. Je rebondis sur votre question des fenêtres. Et il y a ce qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 17, on l'oublie tout le temps, c'est la défense de la propriété privée. Et donc, c'est un texte très fondateur contre lequel on va quand on dit « Mais monsieur, vous n'avez pas le droit de choisir votre fenêtre ». Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Parce que ça fait partie des textes fondateurs de la liberté de notre République. Ça, c'est compliqué. Mais ce qui est plus significatif dans cette enquête d'Ethicity, c'est un autre volet qui sont les gens qui n'ont pas les moyens. Ça, on appelle ça les éco-restreints. C'est ce qui est de bien dans ces études, c'est qu'on nous invente des termes. C'est génial parce qu'on comprend bien ce dont il s'agit. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas les moyens d'investir. Et donc, derrière la question du retour sur investissement est forcément un faux problème. Et d'ailleurs, plus on le regarde dans le détail, plus le temps de retour sur investissement, on ne le trouve plus. Ou on ne le trouvera que s'il y a de très grosses augmentations du prix de l'énergie. Le problème, c'est qu'on travaillera par défaut, tout le temps, par défaut. Donc la question qui se pose pour les éco-restreints, c'est comment la collectivité, les collectivités peuvent intervenir pour remédier à ça. Et c'est en ça que la part du politique intervient. Le sens du plan Midi-Pyrénées Énergie consiste à dire comment fait-on pour participer, générer, inciter la rénovation. C'est pour le logement social, c'est 36 000 logements. C'est-à-dire un tiers des logements sociaux de la région. C'est le tiers des logements sociaux de la région les plus énergivores qui font payer à des gens donc modestes des prix de l'énergie le plus cher que l'on va faire rénover, contribuer à rénover dans les 10 ans qui viennent. Pour faire en sorte de respecter les 150 kWh, ça c'est bien, au moins. Mais ça, c'est pas le plus important, parce que c'est qu'une règle. C'est que ce qui est important, c'est qu'on va s'occuper des gens qui sont les plus modestes sur une facture de quelque chose qui n'est là que pour traiter du besoin. En fait, dans les semaines qui viennent, on va sortir ici à l'ARP des résultats sur ce qu'est la précarité énergétique en Midi-Pyrénées. De qui est avec une facture supérieure à 10% de ses revenus ou qui est en dessous d'une facture de 10% de ses revenus mais n'allume pas le chauffage et déclare avoir froid parce qu'elle ne peut pas se chauffer. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ces gens-là sont plutôt dans des maisons individuelles, construites effectivement avant 1975, plutôt dans le secteur rural, c'est plutôt des personnes âgées et plutôt des personnes seules. Et donc là aussi, la question se pose de comment aider ces personnes-là pour que les rénovations soient possibles. Donc, deuxième partie de ce que promeut la région, c'est-à-dire l'éco-chèque, pour faire en sorte que ça devienne économiquement viable, avec un temps de retour sur investissement imaginable pour celui qui en est le propriétaire, et faire en sorte que l'économie se fasse. Voilà aujourd'hui quelles sont les réponses. Malgré tout, il faut être très modeste. Le plan Midi-Pyrénées Énergie est un plan de 270 millions d'euros. C'est un plan colossal. Mais la nature de l'enjeu, si les autres collectivités, si la part de l'État n'est pas supérieure et dans la règle et dans l'aide, on n'arrivera pas au chiffre que vous avez évoqué de 150 kWh par mètre carré et par an pour 2020. Aujourd'hui, nous, la région, nous sommes engagés. Moi, personnellement, je regrette beaucoup que l'État ne soit pas plus engagé dans ces domaines-là pour faire en sorte que la petite courbe bleue de la première diapositive ne connaisse pas un seuil pour aller atteindre les 150. Voilà. Sinon, je vous remercie de votre attention et vous êtes les bienvenus pour les prochains petits déjeuners. Je vous remercie. Merci beaucoup et on se voit donc en octobre.